Aucune infirmière n'avait tenu une semaine avec le milliardaire Sheikh jusqu'à ce que l'infirmière étrangère fasse ce que personne d'autre n'avait osé faire. Avant de commencer, dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cela. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne lecture. 3 infirmières traversèrent en courant les grilles du palais Al-Hadi comme si elles fuyaient un incendie. La première tenait sa valise d'une main et sa chaussure de l'autre. La seconde pleurait au téléphone en criant qu'elle avait porté plainte contre quelqu'un. La troisième s'arrêta au milieu du parking, se retourna et murmura « Que Dieu aide la prochaine ». Emily Carter les croisa avec un sac à dos sur l'épaule, des lunettes de soleil sur la tête et un sourire calme aux lèvres. « Des gens bien dramatiques », dit-elle à voix haute en ajustant la bretelle de son sac. La coordinatrice du palais, une femme nommée Fatima qui semblait avoir renoncé à la vie, se tenait à l'entrée de marbre avec un clipboard et 0 espoir. « Vous êtes l'infirmière américaine ?» demanda Fatima en détaillant Emily de la tête aux pieds comme si elle évaluait un soldat avant la bataille. « C'est moi, Emily Carter, prête au service », répondit-elle en tendant une poignée de main joyeuse. Fatima ne la serra pas. « Vous avez lu le contrat ?»« Oui. »« Tout le contrat ? Même les petites lignes sur l'interdiction de poursuivre le palais en cas de traumatisme psychologique ? J'ai trouvé ça créatif. » Fatima soupira profondément. « Écoutez bien, le cheikh Samir Al-Hadi est compliqué. Compliqué genre il se plaint de la nourriture ou compliqué genre il lance des chaises ? Compliqué genre 15 infirmières en 6 mois. » Emily cligna des yeux. « Waouh, c'est presque un record olympique. Ce n'est pas une blague. Je sais, mais si je ne ris pas, je vais pleurer. Et mon mascara n'est résistant à l'eau que jusqu'à un certain point. » Fatima ne sourit pas. Elle tendit simplement à Emily un badge d'identification, se retourna et commença à marcher dans d'interminables couloirs de marbre blanc, bordés de lustres en cristal et d'un silence lourd. Emily la suivit, essayant de ne pas paraître impressionnée, mais c'était difficile. L'endroit était plus grand que 3 hôpitaux réunis et plus beau que tout ce qu'elle avait vu, même dans les magazines de décoration que collectionnait sa mère. « Il est au 3e étage, aile est », marmonna Fatima, alors qu'elle montait un escalier qui semblait ne jamais finir. « Essayez de ne pas prendre les choses personnellement. Il n'est pas méchant, juste impossible. » « Je sais ce que c'est, l'impossible. J'ai travaillé aux urgences de New York le soir du Nouvel An. Faites-moi confiance, j'ai tout vu. » Fatima s'arrêta devant une double porte en bois sculpté, regarda Emily avec un mélange de pitié et de respect et frappa 3 fois. « Silence! Entrez !» répondit d'une voix profonde et irritée depuis l'intérieur. Fatima poussa la porte, fit un rapide geste à Emily et s'enfuit pratiquement. Emily inspira profondément, afficha son sourire professionnel et entra. La suite était absurde. Lit king size, rideau de soie, sol chauffant, balcon donnant sur Riyad. Et au centre de tout cela, près de la fenêtre, se tenait il, le cheikh Samir Al-Hadi. Grand, épaules larges, mâchoire forte, yeux sombres et tendus qui semblaient transpercer quiconque, et tenant une canne argentée comme une épée médiévale prête au combat. Il la détailla de la tête aux pieds sans chercher à cacher son mépris. « Vous êtes la nouvelle. Je suis Emily, enchantée, Votre Altesse, » dit-elle en fermant la porte derrière elle. « Vous ne tiendrez pas. » Emily cligna des yeux. « Pardon ? Vous ne tiendrez pas. » Il répéta lentement, comme s'il parlait à une enfant. « Aucune ne tient. Vous pouvez partir tout de suite et nous faire gagner du temps à tous les deux. » Emily croisa les bras. « Eh bien, c'est l'accueil le plus chaleureux que j'ai jamais reçu. C'était répété ou spontané ?» Samir plissa les yeux. « Je n'ai pas besoin d'une infirmière de plus qui plane autour de moi, qui me teste, qui me traite comme une expérience. Je vous renvoie avant même que vous commenciez. Très pratique. Mais voilà le truc. J'ai signé un contrat et contrairement à vos 15 autres, j'ai besoin de ce travail. Donc, désolé de vous l'annoncer, Votre Altesse, mais vous êtes coincé avec moi. » Sa mâchoire se crispa. Personne ne lui avait jamais répondu comme cela. « Vous ne comprenez pas. Je vous ordonne de partir. Et je décline poliment. On ne décline pas un ordre royal. Je viens de le faire. » Samir fit 2 pas vers elle en s'appuyant sur sa canne, et Emily remarqua que, même en colère, même arrogant, il souffrait clairement.
La façon dont il bougeait son épaule gauche, la tension dans sa mâchoire, le léger tremblement de la main qui serrait la canne. Son ton s'adoucit légèrement. « Écoutez, je comprends. Ça doit être horrible d'avoir sans cesse des inconnus qui vont et viennent, qui vous piquent, vous questionnent, prennent des notes. Mais je ne suis pas là pour être votre ennemi. Je suis là pour vous aider. Et si vous me donnez une seule chance, juste une, je vous promets que je ne vous traiterai pas comme une expérience. » Samir la fixa en silence. Ses yeux sombres étudièrent chaque centimètre de son visage, cherchant des défauts, des mensonges, des faiblesses. Mais Émilie ne détourna pas le regard. « Une semaine, finit-il par dire, d'une voix basse et dangereuse. Si dans une semaine vous m'agacez, posez une question stupide ou essayez de me faire un discours sur la positivité, vous êtes viré. » Émilie tendit la main. Marché conclu. Il regarda sa main comme si c'était un piège, mais après un long moment, il la serra. Sa main était chaude, ferme, et tremblait légèrement. « Au fait, dit Émilie en lâchant sa main, juste pour que vous sachiez, j'ai vu des hommes bien plus effrayants que vous se plaindre d'une simple fièvre. Alors détendez-vous, Votre Altesse, vous ne m'intimidez pas. » Samir resta complètement sans voix, et pour la première fois depuis des mois, quelque chose qui ressemblait à un sourire, petit, agacé, mais réel, apparut presque au coin de sa bouche. Presque. Émilie tint exactement 17 heures avant que Samir ne décide de vraiment la tester. À 6 heures du matin, il sonna 3 fois la clochette en argent près du lit, aussi fort que s'il convoquait une assemblée royale, et attendit. Émilie apparut à la porte de la suite, les cheveux en chignon désordonnés, l'uniforme froissé et une tasse de café à la main. « Bonjour, Votre Altesse. Vous avez bien dormi ou avez-vous passé la nuit à planifier comment me torturer ?» Samir, assis sur le lit avec des oreillers empilés dans le dos et l'expression de quelqu'un qui s'apprête à assister à un spectacle, ignora la question. « Je veux du thé. » Émilie cligna des yeux. « Du thé, s'il vous plaît. Maintenant. »« Compris ? Vous avez oublié le mot magique à la maison, hein ? Ça arrive. » Elle se tourna pour partir. « Attendez. » Émilie s'arrêta, regarda par-dessus son épaule. « Oui ? Pas n'importe quel thé. Je veux du thé à la menthe traditionnelle servi selon le protocole royal. Feuilles fraîches, théière en argent, infusion de 3 minutes. Température exacte, 85 degrés. » Elle le fixa. « Vous avez un thermomètre à thé ? » ?»« Oui. »« Évidemment, » soupira Émilie. « Autre chose ? Vous voulez que je chante une chanson en le préparant ? Ne soyez pas ridicule. » Je vérifiais. 20 minutes plus tard, Émilie revint avec un plateau en argent, une théière fumante et l'air de quelqu'un qui improvisait clairement. Samir observa chacun de ses gestes alors qu'elle posait le plateau sur la table près de son lit. « C'est la bonne théière ? » ?»« C'est une théière. Je n'ai pas demandé si c'en était une, j'ai demandé si c'était la bonne. » Émilie prit la théière, la tourna et fit semblant de l'inspecter comme une pièce de musée. « Elle me paraît tout à fait correcte, brillante, en argent, contient des liquides chauds, approuvée par la FDA. » « La quoi ? » « Food and Drug Administration, agence américaine. On approuve tout. » Samir plissa les yeux. « Vous vous moquez de moi ? Moi ? Jamais. » Elle versa le thé dans la tasse avec le soin de quelqu'un qui désamorce une bombe. « Voici, Votre Altesse, thé à la menthe, chaud, traditionnel, avec tout le respect que me permet mon manque de formation aux cérémonies royales. » Il prit la tasse, la sentit, but une gorgée. Pause. « Il est froid. »« Impossible. Je viens juste. »« Il est froid. » Émilie croisa les bras. « Ok, je le refais et j'utiliserai la bonne théière cette fois. »« Il y en a 3 incorrects ? » Mon Dieu. À la 2e tentative, Émilie revint avec une autre théière, celle-ci avec des détails en or et une expression légèrement moins patiente. Samir but une gorgée, fit une pause dramatique et reposa la tasse sur la soucoupe. « Du sucre. » Émilie inspira profondément. « Vous n'en aviez pas demandé ? Je le demande maintenant. » Magnifique. Elle attrapa le sucrier sur le plateau, qui s'y trouvait déjà, heureusement, et le posa devant lui avec un sourire forcé. « Autre chose ? Vous voulez que je le goûte d'abord pour vérifier qu'il n'est pas empoisonné ?» Samir sourit presque. « Presque. »
Non, mais je veux que vous réorganisiez mon planning de médicaments. Il est déjà organisé. Réorganisez-le. Pourquoi? Parce que je le veux. Émilie prit le clipboard sur la table de chevet, regarda la liste des médicaments, puis regarda Samir. Votre planning est parfait. Intervalle correct, dose équilibrée, horaires optimisés. Si je change quoi que ce soit, ce sera pire. Je m'en fiche. Réorganisez, Votre Altesse. Avec tout le respect que je vous dois, non. Le silence qui suivit fut si lourd qu'Émilie pouvait presque entendre son propre cœur battre. Samir la regarda comme si elle venait de commettre une haute trahison. « Vous venez de me dire non. Techniquement, je l'ai dit avec tout le respect que je vous dois devant, donc c'était poli. Personne ne me dit non. Bienvenue dans l'expérience américaine, Votre Altesse. On est agaçant comme ça. » Les deux domestiques qui changeaient les draps à l'autre bout de la pièce se figèrent. L'une murmura quelque chose en arabe qui signifiait probablement « elle va se faire virer dans 3, 2 », mais Samir ne renvoya pas Émilie. Il continua simplement à la fixer comme s'il essayait de déchiffrer un puzzle impossible. « Vous êtes l'infirmière la plus irritante que j'ai jamais rencontrée. »« Merci, je vais le mettre sur mon CV. » Ce n'était pas un compliment. Je sais, mais je vais faire comme si. Samir s'adossa contre les oreillers, visiblement épuisé, mais trop têtu pour l'admettre. « Partez. »« Volontiers. » Émilie prit le plateau et se dirigea vers la porte. « Attendez. » Elle s'arrêta et se retourna. « Quoi encore? Vous voulez que je réarrange aussi les oreillers ?» Samir hésita une seconde, mais Émilie le remarqua. « La douleur est pire aujourd'hui. » Il détourna le regard. « Ça ne vous regarde pas. »« En fait, si. C'est littéralement mon travail. C'est dans le contrat. Page 3, paragraphe 2. Je vais bien. » Bien sûr. Émilie reposa le plateau, prit le stéthoscope pendu à son cou et s'approcha. Inspirez profondément. Je n'ai pas besoin. Inspirez. Samir la foudroya du regard, clairement agacé. Mais après un moment tendu, il obéit. Émilie posa le stéthoscope sur sa poitrine, écouta attentivement et fronça les sourcils. Votre cœur bat vite parce que vous êtes agaçant ou parce que vous avez mal et essayez de le cacher comme un adolescent têtu? Je ne suis pas un adolescent, alors arrêtez d'agir comme tel. Émilie prit le thermomètre digital. Ouvrez la bouche. Je ne vais pas... Elle glissa le thermomètre avant qu'il ait fini. Bip. Légère fièvre. Rien de grave, mais vous avez besoin de repos. Émilie nota sur le clipboard. Et avant que vous ne demandiez, non, vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui, non, vous ne pouvez pas avoir de réunion, oui, vous allez prendre vos médicaments à l'heure parce que je suis doué dans mon travail et que vous êtes trop têtu pour admettre que vous souffrez. Samir resta silencieux un long moment. Puis, contre toute attente, il dit « Vous êtes insupportable. Je sais, c'est une partie de mon charme. » Et pour la première fois depuis l'arrivée d'Émilie au palais, Samir Al-Hadi sourit vraiment. C'était petit, rapide, presque invisible, mais c'était là. Et tandis qu'Émilie quittait les pièces avec le plateau de thé tiède et sa fierté blessée, elle pensa « Ok, peut-être que je peux tenir plus d'une semaine. » Elle ne savait pas que Samir, seul dans sa suite, souriait encore. Et elle ne savait absolument pas que Fatima, postée de l'autre côté de la porte avec une pile de lettres de démission, pensait pour la première fois depuis des mois à toutes les déchirer. Le cri survint à 3 heures du matin. Émilie se réveilla en sursaut, bondit du lit de la chambre d'invité adjacente à la suite du chèque et courut pieds nus sur le sol de marbre, le cœur battant. Quand elle ouvrit la porte, elle trouva Samir penché au bord du lit. Une main sur la poitrine, l'autre agrippant le drap si fort que ses jointures étaient blanches. « Votre Altesse ?» Il essaya de parler, mais seul un son étouffé sortit. Émilie alluma la lampe, se précipita à ses côtés et s'agenouilla par terre. « Regardez-moi, regardez-moi, Samir !» Il leva les yeux et elle vit quelque chose qu'elle n'attendait pas. De la peur, pure, brute, réelle. « Je n'arrive pas à respirer. »« Si, vous le pouvez. Regardez, je vais vous montrer. » Émilie prit sa main et la posa sur sa propre poitrine. « Faites ça. Respirez avec moi, lentement. » Samir secoua la tête, désespéré. « Ça ne marche pas.
Parce que vous respirez comme un aspirateur. Arrêtez. Respirez lentement. Il essaya, échoua, réessaya. Émilie prit son visage entre ses mains, le forçant à la regarder dans les yeux. Écoutez-moi. Vous êtes le cheikh Samir El-Hadi. Vous dirigez un royaume entier. Vous n'allez pas vous laisser vaincre par une crise de panique. Maintenant, respirez comme une personne normale, s'il vous plaît. Il cligna des yeux. Vous venez de me dire de respirer comme une personne normale? Ça a marché, non? Vous avez arrêté de halter. Samir réalisa qu'elle avait raison. Sa respiration s'était ralentie, encore irrégulière, mais meilleure. Émilie prit son stéthoscope. « Je vais écouter votre cœur, ne bougez pas. » Elle posa l'instrument sur sa poitrine et écouta attentivement. Le cœur battait encore vite, mais pas de façon dangereuse. « C'est une crise de panique, pas cardiaque, vous allez vous en remettre. » Samir ferma les yeux, épuisé. « J'ai cru que... » « Je sais, mais non. » Émilie attrapa un verre d'eau sur la table de nuit et le lui tendit. « Buvez lentement. » Il obéit, prenant 3 petites gorgées. Ses mains tremblaient encore. « Ça arrive souvent ?» demanda Émilie en s'asseyant à côté de lui sur le lit. Samir ne répondit pas. « Votre Altesse, il faut que je sache. Si ça arrive souvent, il faut ajuster votre traitement. »« Parfois, » admit-il doucement. « Quand je me réveille de cauchemar. »« À propos de quoi ?» Il ouvrit la bouche, la referma, détourna le regard. Émilie ne le pressa pas. Elle resta simplement assise en silence, le laissant choisir. Après une longue pause, Samir murmura « À propos d'elle. »« Elle qui ?»« Ma fiancée, » déglutit-il difficilement. « Elle est décédée il y a 3 ans. » Le poids de ces mots emplit la pièce comme de la fumée. Émilie sentit son cœur se serrer. « Je suis désolé. » Tout le monde dit ça. Samir regarda par la fenêtre où la lune illuminait Riyad endormi. Mais personne ne comprend. Personne ne demande comment c'est arrivé. Personne ne veut savoir ce que je ressens. Ils veulent juste que je passe à autre chose, que j'avance, que je me remarie. Et vous ne voulez pas? Ce n'est pas que je ne veux pas. Il se frotta le visage des 2 mains. C'est que je ne peux pas. Chaque fois que j'y pense, j'ai l'impression de trahir sa mémoire. Émilie inspira profondément. « Puis-je dire quelque chose sans me faire virer ?» Samir fit un vague geste qui signifiait « Allez-y. » Je crois que vous confondez loyauté et prison. Se souvenir d'elle, l'honorer, c'est beau, mais rester enfermé dans la douleur, ce n'est pas de l'amour, Votre Altesse. C'est une punition. Elle marqua une pause. Et je suis sûr qu'elle n'aurait pas voulu ça pour vous. Samir se tourna vers Émilie. Ses yeux étaient rouges mais secs. Vous ne la connaissiez pas. Non, mais je vous connais vous. Et il est clair que vous êtes le genre d'homme qui aime avec tout ce qu'il a. Donc elle était probablement le genre de femme qui aimait comme ça aussi. Et quelqu'un qui aime vraiment ne veut pas voir l'autre souffrir éternellement. Samir resta silencieux. Émilie se leva, prit une couverture pliée sur le fauteuil et la posa sur ses épaules. « Allongez-vous, reposez-vous. Je reste ici jusqu'à ce que vous vous endormiez. Vous n'êtes pas obligé, je sais, mais je reste quand même. » Elle s'installa dans le fauteuil près du lit, ramena ses jambes contre elle et se mit à l'aise. « Au fait, juste par curiosité, est-ce que vous ronflez ?» Samir cligna des yeux, déconcerté. « Quoi ? Ronfler ? Faire du bruit en dormant, comme un ours ou un moteur de camion. » « Je ne sais pas. » « Super, je vais le découvrir. Si oui, je vous lance un oreiller. » Pour la première fois de cette nuit terrible, Samir sourit. Un vrai sourire, petit, fatigué, mais sincère. « Vous êtes bizarre. »« Merci, je l'ajouterai sur mon CV à côté d'agaçante. » Il s'allongea, remonta la couverture jusqu'à son menton et ferma les yeux. Émilie resta là, à observer sa respiration se ralentir, les muscles de son visage se détendre, le poids des dernières années s'estomper, ne serait-ce que pour quelques heures. Quand elle fut certaine qu'il dormait, elle murmura « Tu vas aller bien, Samir, je te le promets. » Et sans qu'elle le sache, Samir l'entendit. Quand Émilie se réveilla, c'était le matin.
La lumière du soleil inondait la suite à travers les rideaux de soie, et elle était complètement tordue dans le fauteuil, le cou douloureux, les cheveux comme attaqués par un ventilateur. Samir était assis sur le lit et la regardait avec une expression qu'Émilie ne parvint pas tout à fait à déchiffrer. « Bonjour, belle au bois dormant », dit-il d'un ton presque amusé. Émilie se frotta les yeux. « Quelle heure est-il » ? « 8 heures. Tu as dormi 5 heures dans un fauteuil. Impressionnant. J'ai dormi dans des endroits pires. Une fois, je me suis assoupi debout pendant un service de 12 heures. » Elle s'étira en grimaçant. « Comment te sens-tu » ? « Mieux. » Il marqua une pause. « Merci pour cette nuit. » Émilie sourit. « De rien, c'est inclus dans le forfait. Infirmière agaçante mais efficace. » Samir rit presque. « Voulez-vous prendre le petit déjeuner ?» demanda-t-il. Émilie cligna des yeux. « Vous m'invitez à petit déjeuner ?»« Non, je vous ordonne de petit déjeuner avec moi, parce que... » Il hésita, choisissant ses mots avec soin. « Parce que vous allez vous évanouir si vous ne mangez pas quelque chose. » Comme c'est attentionné. Émilie se leva. « Mais seulement s'il y a des pancakes. »« Il y a des pancakes. Alors j'accepte votre ordre, votre Altesse. » Quand elle partit se préparer, Samir resta seul avec une sensation étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de la douleur, ce n'était pas de la peur, c'était autre chose, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Et pour la première fois depuis des années, Samir Al-Hadi réalisa que peut-être, juste peut-être, il pouvait revivre. Le petit déjeuner avec Samir avait été étonnamment normal, mais Émilie avait appris depuis longtemps que le normal ne durait jamais longtemps dans un palais royal. Elle rangeait des dossiers médicaux sur l'étagère de la suite quand un livre tomba. De vieilles pages s'éparpillèrent sur le sol de marbre et quelque chose roula sous le lit, un petit flacon. Émilie se pencha, le ramassa et se figea. C'était un ancien flacon de médicaments, l'étiquette effacée. Date de péremption, il y a 2 ans. Elle regarda l'étagère, tira un autre livre, d'autres flacons cachés, puis un autre et encore un autre. 7 flacons en tout, tous périmés, tous dissimulés comme des secrets honteux entre des pages de poésie arabe. « Que faites-vous » Émilie se retourna vivement. Samir se tenait à la porte, encore en robe de chambre, l'expression prise entre surprise et panique. « Je pourrais vous poser la même question. » Émilie leva les flacons. « Qu'est-ce que c'est que ça? Rendez-les-moi. Répondez d'abord. » Samir traversa la suite en 3 grandes enjambées et tenta de lui arracher les flacons des mains. Émilie recula. « Oh non, maintenant il faut que je sache. Qu'est-ce que vous cachez? Ça ne vous regarde pas. Je suis votre infirmière. Tout ce qui concerne votre santé me regarde, littéralement. » Elle tourna un des flacons et lut l'étiquette. « C'est un anxiolytique, forte dose, prescrit il y a 3 ans. Pourquoi vous gardez ça ?» Samir serra les poings. « Parce que j'en ai besoin. » En avait besoin ou ne pouvait pas les jeter. Silence. Émilie baissa la voix, mais ne lâcha pas les flacons. « Samir, dites-moi, s'il vous plaît. » Il détourna le regard, la mâchoire crispée. « On me les a prescrits après sa mort. Je les prenais pour dormir, pour arrêter de penser, pour fonctionner. Et vous en prenez encore ? » « Non. » Il passa une main dans ses cheveux, frustré. « J'ai arrêté il y a des mois, mais je n'arrive pas à les jeter. Je sais que c'est ridicule. Je sais que j'ai l'air d'un patient secret. » Émilie laissa échapper un rire. « Désolé, mais vous venez d'employer les mots exacts que j'allais dire. » Samir cligna des yeux. « Quoi ? » ?»« Patient secret. J'allais vous appeler comme ça. » Elle posa les flacons sur la table. « Écoutez, je comprends. Les jeter, ça rend les choses définitives, comme fermer une porte que vous n'êtes pas prêt à fermer. C'est plus que ça. » Samir s'assit au bord du lit, vaincu. Ces pilules, c'était la seule chose qui marchait quand je n'arrivais plus à respirer, quand je me réveillais en pleine nuit en pensant que j'allais devenir fou. Et maintenant je me réveille encore comme ça, mais je ne prends plus rien. Parce que vous avez peur de devenir dépendant. Parce que j'ai peur que si je les reprends, je n'arrête jamais. Le poids de ces mots emplit la pièce. Émilie s'assit à côté de lui, pas trop près, mais assez près. Vous savez, un traumatisme émotionnel, c'est réel, hein? Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une blessure, comme les autres. Et les blessures, il faut les soigner.
Samir se tourna vers elle. « Je suis le cheik d'un royaume entier. Je ne peux pas avoir de blessures émotionnelles. Il faut que je sois fort. Il faut que je dirige. Il faut que je vous interrompe parce que, surprise, vous êtes humain et les humains ressentent la douleur. Les humains souffrent. Les humains gardent des médicaments périmés parce qu'ils ne savent pas encore comment lâcher le passé. » Il resta silencieux. Émilie prit les flacons un par un et les plaça dans sa main. « Voici ma proposition. On les jette ensemble tout de suite. Et si vous paniquez, je vous tiens la main et on respire comme des gens normaux. Marché conclu ?» Samir regarda les flacons, puis Émilie, puis de nouveau les flacons. « Et si je n'y arrive pas? Alors on réessaiera demain et après-demain et le suivant, jusqu'à ce que vous y arriviez. » Il inspira profondément, puis se leva lentement et marcha jusqu'à la salle de bain. Émilie le suivit. Samir resta longtemps devant la poubelle, tenant les flacons comme s'ils étaient en verre. « Je déteste ça, » murmura-t-il. « Je sais. Je déteste me sentir faible. » « Vous n'êtes pas faible. Vous êtes juste fatigué de porter ce poids tout seul. » Samir ferma les yeux, puis, d'un geste rapide, comme arracher un pansement, il jeta les flacons dans la poubelle. Le bruit de leur chute résonna dans la pièce. Émilie prit sa main. « Respirez. » Il le fit. 1 fois, 2 fois, 3 fois. « Je l'ai fait, » dit Samir, presque incrédule. « Vous l'avez fait. »« Je l'ai vraiment fait. »« Oui, Votre Altesse. Et le monde ne s'est pas écroulé. Vous ne vous êtes pas effondré. Vous avez juste lâché prise. » Samir regarda Émilie, et pour la première fois, elle vit quelque chose de nouveau dans ses yeux sombres, de l'espoir. « Merci, » dit-il, la voix rauque. « De rien. » Émilie lâcha sa main. « Allez, venez, on va manger quelque chose. Le drame émotionnel, ça creuse. » Samir rit, un son bas mais vrai. « Vous êtes impossible. Je sais, c'est inclus dans le forfait. » Ils retournèrent dans la suite, mais quand Émilie se tourna pour prendre son clipboard, elle remarqua que Samir était toujours là à la regarder. « Qu'y a-t-il » ?« Rien, juste... Il hésita. « Pourquoi vous vous souciez autant de moi ?» Émilie marqua une pause. « Parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, et apparemment personne d'autre ne fait correctement le boulot. »« Mais vous me connaissez à peine ?»« C'est vrai. Mais je connais la douleur, et je sais ce que c'est d'être seule avec elle. » Elle sourit, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. Personne ne devrait traverser ça tout seul, Samir, pas même un cheik. Quelque chose changea dans l'air entre eux. Ce n'était plus seulement du respect professionnel, ce n'était plus seulement de l'amitié, c'était autre chose, plus profond, plus dangereux. Et ils s'en rendirent en compte en même temps. Samir recula comme s'il avait touché quelque chose de brûlant. « J'ai besoin de me reposer. »« Bien sûr, » répondit Émilie un peu trop vite. « Je vais ranger les dossiers. » Elle quitta rapidement la suite, le cœur battant. De l'autre côté de la porte, Samir s'appuya contre le mur, passa une main sur son visage et murmura pour lui-même « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Mais il connaissait déjà la réponse, et cela l'effrayait plus que n'importe quelle crise de panique. Émilie ne parvint pas à dormir cette nuit-là. Elle se tournait et se retournait dans son lit, fixait le plafond, pensait à des mains chaudes et à des regards qui duraient une seconde de trop. À 2 heures du matin, elle abandonna. Elle prit un livre et sortit sur le balcon de la chambre d'invité. C'est là qu'elle l'entendit. Ce n'était pas un cri cette fois, c'était pire. Quelqu'un pleurait, bas, étouffé, désespéré. Émilie lâcha le livre, traversa le couloir et s'arrêta devant la porte de la suite de Samir. Elle frappa doucement. « Samir ?» Silence. Elle frappa encore. « Samir, c'est moi, Émilie. Je peux entrer ?» Sa voix arriva faible, brisée. « Partez. » Émilie ouvrit la porte quand même. Il était assis par terre, adossé au côté du lit, la tête dans les mains. Ses épaules tremblaient. Elle n'avait jamais vu un homme aussi puissant paraître aussi brisé. « Eh ?» Émilie s'agenouilla à côté de lui. « Que s'est-il passé ? Je vous ai dit de partir. » Et j'ai fait semblant de ne pas entendre. C'est une partie de mon charme agaçant. Elle toucha doucement son épaule. « Parlez-moi. »
Samir releva le visage. Ses yeux étaient rouges et gonflés. « J'ai rêvé d'elle. » Émilie n'eut pas besoin de demander qui était elle. « Racontez-moi. » Il hésita. Puis, comme s'il libérait quelque chose qui était enfermé depuis des années, il commença à parler. C'était un accident, un stupide accident évitable. Nous rentrions d'un voyage, je conduisais, il pleuvait fort, et puis, sa voix se brisa. Une voiture a grillé le feu, j'ai fait une embardée, j'ai heurté la barrière. Elle était sur le siège passager. Émilie ferma les yeux. Samir. Elle est restée 3 jours dans le coma. Je lui ai tenu la main, je lui ai dit que j'étais désolé. J'ai supplié, j'ai promis que j'allais tout réparer, mais elle ne s'est jamais réveillée. Il passa une main sur son visage, essayant de retenir les sanglots. Et la dernière chose que je lui ai dite avant l'accident, c'était « On en parlera plus tard », parce que j'étais en colère, parce qu'elle voulait reporter le mariage et que je n'étais pas d'accord. Et maintenant plus tard n'arrivera jamais. Les larmes coulaient librement à présent. Émilie s'assit à côté de lui sur le sol froid, son épaule contre la sienne. « Ce n'était pas votre faute. »« Si, c'était ma faute. Je conduisais, j'ai fait l'embardée. Vous avez fait ce que n'importe qui aurait fait. Vous avez essayé d'éviter l'accident. Vous avez essayé de la protéger. » Elle se tourna vers lui. « Pensez-vous qu'elle vous en voudrait ?» Samir resta silencieux. « Répondez-moi. Pensez-vous qu'elle vous en voudrait ?»« Je ne sais pas, » murmura-t-il. « Moi, je crois que si. » Émilie inspira profondément. « Je crois qu'elle vous aimait trop pour vouloir que vous passiez le reste de votre vie à vous punir pour quelque chose que vous ne pouviez pas contrôler. Mais je mérite d'être puni. Je mérite de porter ça. Pourquoi? Parce que vous avez survécu ?» Émilie secoua la tête. « Samir, survivre n'est pas un crime. La douleur n'est pas une punition. Et vivre n'est pas une trahison. » Il se tourna vers elle, le regard si intense qu'il lui fit rater un battement de cœur. « Comment vous savez tout ça ?» Émilie esquissa un sourire triste. « Parce que j'ai moi aussi porté une culpabilité qui n'était pas la mienne. Mon père a fait une crise cardiaque quand j'avais 22 ans. J'étais à l'université. Il m'a appelé en disant qu'il ne se sentait pas bien. Je lui ai dit « Va à l'hôpital, papa, je t'appellerai plus tard. » Elle marqua une pause. Il y est allé seul. Il est mort seul. Et je ne me le suis jamais pardonné de ne pas avoir tout lâché pour l'accompagner. Samir posa lentement sa main sur la sienne, hésitant. « Vous ne pouviez pas savoir ?» ?»« Exactement. » Émilie entrelaça ses doigts aux siens. « Et vous non plus. Nous ne sommes pas devins. Nous sommes juste humains. » Ils restèrent là, assis sur le marbre froid, à se tenir la main comme si c'était la seule chose qui empêchait le monde de s'effondrer. Après un long moment, Samir dit « Vous savez ce qui est pire? Le Conseil royal veut que je me remarie. Ils disent que c'est mon devoir, que le royaume a besoin d'héritiers, que je dois passer à autre chose, comme si l'amour était quelque chose que l'on pouvait remplacer comme des vêtements. Et vous, qu'est-ce que vous voulez, vous ?» Samir baissa les yeux sur leurs mains entrelacées. « Je ne sais plus. Avant, je voulais juste qu'on me laisse tranquille, qu'on arrête de me mettre la pression, qu'on arrête d'essayer de réparer ma vie. Mais maintenant, il releva les yeux, croisa les siens, maintenant je ne suis plus sûr de vouloir être seul. » L'air entre eux devint lourd. Émilie lâcha sa main trop vite. « Je crois que vous avez besoin de repos. Émilie, viens te lever. » Elle se leva, lui tendit la main. « Allons vous mettre au lit avant que vous attrapiez une pneumonie assis sur ce sol froid. » Samir prit sa main, se laissa aider à se relever. Il était grand, très grand, et soudain Émilie réalisa à quel point ils étaient proches. « Merci, » dit-il doucement. « Pour tout. » « De rien. » Émilie essaya de paraître professionnelle, échoua lamentablement. « C'est mon travail. »« Non, ça ne l'est pas. » Samir recula d'un pas comme pour imposer une distance. « Aucune autre infirmière n'a jamais fait ce que vous faites. Peut-être parce qu'aucune autre infirmière n'était assez têtue pour vous gérer. » Il sourit presque. « Peut-être. » Émilie se tourna pour partir, mais avant d'atteindre la porte, elle entendit « Émilie !» Elle s'arrêta. « Restez, juste jusqu'à ce que je m'endorme, s'il vous plaît. » Elle aurait dû dire non.
Elle aurait dû rester professionnelle. Elle aurait dû sortir, retourner dans sa chambre et faire comme si cette nuit n'avait jamais existé. Mais quand elle se retourna et vit Samir là, vulnérable, humain, vrai, elle n'y arriva pas. D'accord, mais seulement jusqu'à ce que vous dormiez. Elle s'assit dans le fauteuil. Samir s'allongea sur le lit et remonta la couverture. « Vous ronflez vraiment ?» demanda Émilie pour détendre l'atmosphère. « Vous ne l'avez pas encore découvert ?»« Non, vous dormez comme une personne normale. Franchement, un peu décevant. » Samir rit doucement, fatigué. « Désolé de vous décevoir. Ça va, je vous pardonne. » Il ferma les yeux et quelques minutes plus tard, sa respiration devint lente, profonde, calme. Émilie resta là à le regarder et elle réalisa, avec une serre dans la poitrine, qu'elle commençait à ressentir quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Quelque chose de dangereux. Quelque chose qui pouvait tout ruiner. Vonimo colla son oreille contre le bois, n'entendit que le silence et décrocha le téléphone. Elle avait un devoir envers le palais et ce devoir passait avant tout le reste. Le matin commença avec Émilie qui traîna Samir hors du lit à 6 heures, littéralement. « Levez-vous, allez, bougez !» Samir ouvrit un œil, la regardant comme si Émilie avait complètement perdu la tête. « Vous êtes folle ? » ?»« Non, mais vous allez le devenir si vous continuez à rester couché 23 heures par jour. » Émilie tira la couverture. « Allez, on va faire une promenade. » « Une promenade ?» Samir se redressa indigné. « Vous voulez que je marche ?»« Oui, avec vos jambes, un pied devant l'autre. »« Vous connaissez le concept ?»« Bien sûr que je le connais, mais je suis malade. »« Vous allez mieux, beaucoup mieux. Et maintenant, il faut reconstruire vos forces. » Émilie croisa les bras. « Alors levez-vous, mettez quelque chose de confortable, on va faire un tour dans le jardin. » Samir la fixa longuement. « Et si je refuse ? » ?»« Alors je dirai à Fatima que vous cachez du chocolat sous votre oreiller. » Il se figea. « Comment vous savez ça ? » ?»« Je suis infirmière, je sais tout. » Émilie sourit, victorieuse. « Allez, on y va. Vous avez 5 minutes pour vous habiller. » Samir marmonna quelque chose en arabe qui n'était probablement pas un compliment, mais il se leva. 15 minutes plus tard, ils étaient dans le jardin intérieur du palais. Une fontaine de marbre au centre, des fleurs parfumées, un chemin de pierre blanche ombragé par des palmiers. Et Samir, en tunique simple et basket, avait l'air d'un prisonnier qu'on menait à l'exécution. « C'est ridicule. Continuez à marcher. Ma dignité est en train de se faire détruire. Votre dignité survivra. Bougez ses jambes maintenant. » Ils commencèrent à marcher lentement. Samir boitait un peu, s'appuyant encore sur sa canne, mais il avançait. Au bout de 2 minutes, il s'arrêta. « Voilà, j'ai marché. » Émilie se tourna, main sur les hanches. « Vous marchez 10 mètres et c'est suffisant ?»« Samir !» Émilie marchait. « Non, marchez. » Il souffla mais continua. Quand ils eurent terminé le tour complet du jardin, environ 5 minutes, Samir s'effondra pratiquement sur le banc de pierre près de la fontaine. « J'ai besoin de me reposer immédiatement. » Émilie leva les yeux au ciel. « Vous allez bien, respirez profondément. »« Je ne peux pas, je suis épuisé. »« Vous n'êtes pas épuisé, vous êtes déconditionné. » C'est techniquement la même chose. Émilie éclata de rire. « Vous êtes dramatique, je suis réaliste. Vous êtes gâté. » Samir ouvrit la bouche pour protester, mais remarqua qu'elle riait. Riait pour de vrai. Et ce son était bon, mieux que bon. Alors il décida de ne pas se plaindre, du moins pas trop. « Demain on recommence, » dit Émilie en s'asseyant à côté de lui sur le banc. « Vous êtes impitoyable. Merci, je l'ajouterai à mon CV. » Dans les jours qui suivirent, la routine devint un rituel. Promenade matinale, exercice de respiration l'après-midi, étirements le soir. Et Samir se plaignit beaucoup. « Ce ne sont pas des étirements, c'est de la torture. Respirez et tendez. Je tends. Vous faites semblant, je le vois. Comment vous le voyez? Vous n'avez pas la vision à rayon X. Si, c'est inclus dans le forfait infirmière agaçante. » Fatima, qui observait depuis la fenêtre du 2e étage avec une tasse de thé à la main, sourit. Pour la première fois en 3 ans, le chèque avait l'air vivant.
Et cette infirmière américaine, avec ses manières maladroites et sans filtre, réussissait là où 15 professionnels avaient échoué, faire que Samir veuille guérir. Elle but une gorgée de thé et pensa que peut-être cette fille était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Mais tout le monde ne pensait pas la même chose. Dans l'aile médicale du palais, le docteur Kamal, médecin-chef et homme de confiance du Conseil royal, feuilletait les rapports de santé de Samir d'un air sombre. « Il s'améliore » dit l'assistant avec enthousiasme. « Je sais » répondit le docteur Kamal en refermant le dossier. « Et c'est un problème. » L'assistant fronça les sourcils. « Comment ça, un problème? Ce n'est pas exactement ce qu'on veut ?»« Pas quand l'amélioration vient de méthodes non autorisées. » Il décrocha le téléphone. Respiration, méditation, promenade. Ce n'est pas un protocole médical. C'est de l'improvisation. Et l'improvisation n'a pas sa place dans le traitement royal. Mais ça marche. Peu importe. Le docteur Kamal composa un numéro. Le conseil doit être informé. Pendant ce temps, dans le jardin, Émilie essayait d'apprendre à Samir à méditer. Fermez les yeux. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça marche. Et si je ne veux pas fermer les yeux, alors vous resterez assis là comme une statue têtue. Émilie s'assit par terre en tailleur. « Allez, asseyez-vous ici. » Samir regarda le sol comme s'il s'agissait de lave. « Par terre? »« Oui, Votre Altesse, par terre, comme les gens normaux. »« Je ne suis pas des gens normaux. Aujourd'hui, si. Asseyez-vous. » Il soupira mais s'assit maladroitement en grognant. « C'est inconfortable. Vous vous y habituerez. Maintenant, fermez les yeux et respirez. » Je respire. Respirez lentement. Je respire lentement. Non, vous respirez comme une personne irritée. Parce que je suis irrité. Émilie ouvrit les yeux et le regarda. Samir était assis en tailleur, yeux fermés, sourcils froncés, respirant avec la détermination de quelqu'un sur le point d'exploser. Elle ne put s'en empêcher. Elle éclata de rire. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Samir ouvrit les yeux. « Vous avez l'air d'essayer de résoudre un problème impossible. J'essaie. Ça s'appelle la méditation. Non, ça s'appelle de la tension qui se fait passer pour de la paix. » Émilie riait toujours. « Détendez-vous pour l'amour du ciel. Je ne sais pas me détendre. Évidemment, vous êtes l'homme le plus tendu que j'ai jamais rencontré. » Samir la regarda et pour la première fois, il rit aussi. Un rire court, bas, mais sincère. « Vous pensez vraiment que je suis le pire patient que vous ayez eu ? » Sans aucun doute, mais aussi le plus drôle. Ils restèrent là, assis par terre dans le jardin, à rire comme deux personnes ordinaires qui, l'espace d'un instant, avaient oublié les titres, les attentes et les murs invisibles. Ce fut l'un des meilleurs moments qu'Émilie ait vécu depuis des semaines, jusqu'à ce que la voix du docteur Kamal résonne depuis l'autre bout du jardin. « Mademoiselle Carter, j'ai besoin de vous parler, tout de suite. » Le rire s'arrêta. Émilie se leva en époussetant l'herbe de son pantalon. Samir se leva aussi, tendu. « Qu'est-ce qu'il veut ?»« Je ne sais pas, mais ça ne peut pas être bon. » Elle avait raison. Le docteur Kamal traversa le jardin, un dossier sous le bras, et une expression qui disait clairement « Vous avez des ennuis. »« Mademoiselle Carter, venez avec moi. Il y a des préoccupations concernant vos méthodes de traitement. » Émilie croisa les bras. « Quelles préoccupations ? Nous en discuterons en privé. » « Non. » Samir avança d'un pas. « Nous en discuterons ici, tout de suite. » Le docteur Kamal regarda le chèque, puis Émilie, et sourit d'un sourire froid. « Comme vous voulez, Votre Altesse, mais le comité médical remet en question la légitimité des méthodes de Mademoiselle Carter, et franchement, moi aussi. » Émilie sentit son estomac se nouer, et elle comprit que la bataille ne faisait que commencer. À l'intérieur du palais, le docteur Kamal ouvrait la bouche pour poursuivre son discours sur les méthodes douteuses, quand le bruit sec de talons hauts résonna dans le hall de marbre. Tout le monde se tourna. Une femme magnifique traversait le jardin comme sur un podium. Robe de soie turquoise, cheveux noirs parfaitement bouclés, maquillage impeccable. Derrière elle, Rachid Aladi, le frère de Samir, marchait avec un sourire qui n'atteignait pas les yeux. « Samir !» s'exclama la femme en ouvrant les bras. « Ma chère cousine !» Samir se figea. Émilie le remarqua immédiatement. Il n'était pas heureux. « Lila !» dit Samir en forçant un sourire. « Quelle surprise ! Une merveilleuse surprise, j'espère. » Lila s'approcha et embrassa ses deux joues. « Rachid m'a dit que tu allais mieux. Il fallait que je le voie de mes propres yeux. » Rachid rejoignit le groupe, salua le docteur Kamal d'un signe de tête, puis posa son regard sur Émilie.
Et vous devez être la fameuse infirmière américaine ?» Émilie tendit la main. « Émilie Carter, enchantée. » Rachid serra sa main avec une fermeté inutile. « J'ai beaucoup entendu parler de vous. Apparemment, vous avez provoqué des changements intéressants par ici. » Le ton laissait clairement entendre que « intéressant » n'était pas un compliment. « Des changements positifs », coupa Samir, tendu. « Émilie a été extrêmement compétente. Je n'en doute pas. » Rachid sourit, mais ses yeux restaient froids. Mais je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que le cheikh a besoin de quelque chose de plus traditionnel, en accord avec nos coutumes. Émilie croisa les bras. Avec tout le respect que je vous dois, ce dont le cheikh a besoin, c'est un traitement médical efficace, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Des résultats non autorisés, ajouta rapidement le docteur Kamal. Autorisé ou pas, il va mieux, riposta Émilie. Lila, t'y observait en silence, laissa échapper un rire délicat. Mon Dieu, quelle infirmière dévouée! Elle regarda Samir avec une admiration exagérée. Tu as de la chance, cousin. C'est rare de trouver quelqu'un d'aussi impliqué dans son travail. Émilie sentit son estomac se tordre. Il y avait quelque chose dans le ton de Lila, doux comme du sucre fondu, mais loin d'être sincère. Samir s'éclaircit la gorge. Lila, qu'est-ce qui t'amène vraiment? Vraiment? Lila cligna des yeux, faisant une petite moue. Tu dis ça comme si j'avais besoin d'une raison pour rendre visite à mon cousin préféré, mais puisque tu poses la question, elle jeta un regard à Rachid qui hocha la tête. Je suis venu parler de l'avenir. Quel avenir? Notre avenir. Lila fit un pas vers lui et toucha son bras. Rachid m'a dit que le conseil te mettait la pression pour que tu passes à autre chose, et j'ai pensé, pourquoi ne pas envisager quelqu'un qui te connaît déjà, quelqu'un qui comprend ta position? Émilie sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, quelque chose d'affreux, quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. Samir regarda Lila, puis Rachid, puis brièvement Émilie. « Lila, j'apprécie ton attention, mais tu n'as pas besoin de répondre maintenant. » Lila l'interrompit avec un sourire. « Je veux juste que tu saches que l'option existe et que je serai honoré. » Rachid posa une main sur l'épaule de son frère. « C'est une excellente proposition, Samir. Lila est de sang royal. Elle connaît les protocoles. Ce serait parfait. »« Parfait, » renchérit le docteur Kamal, comme si quelqu'un avait demandé son avis. Émilie regarda Samir, attendant qu'il dise quelque chose. N'importe quoi. Mais il resta là, silencieux, coincé entre les attentes et les regards exigeants. « Eh bien, » dit Émilie en forçant un sourire professionnel, « je crois que je vais vous laisser à votre discussion familiale. J'ai des rapports médicaux à organiser. » Elle se tourna et commença à marcher vers le palais. « Mademoiselle Carter » appela Rachid. Émilie s'arrêta, jeta un regard par-dessus son épaule. « Oui ? Merci pour vos services jusqu'à présent, mais je pense qu'il est temps d'envisager d'autres options de soins. » Le sang d'Émilie ne fit qu'un tour. « D'autres options ? Le cheikh est en meilleure santé qu'il ne l'a été ces 3 dernières années. Les chiffres ne mentent pas. »« Les chiffres ne sont pas tout, » ajouta le docteur Kamal. « Bien sûr que si. » Émilie se tourna complètement, faisant face aux 2 hommes. « Il marche, il dort mieux, il a moins de crises. Ce n'est pas une méthode douteuse, c'est du progrès. »« Émilie, » dit Samir doucement, presque comme un avertissement. Elle le regarda, et ce qu'elle vit la brisa. De la peur. Pas une peur physique, une peur de déplaire, de décevoir, de ne pas être ce que les autres attendaient. Émilie inspira profondément, reprenant son professionnalisme de force. « Excusez-moi. » Et elle partit. Dans la suite, Émilie jeta son clipboard sur le bureau plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. « Idiote !» marmonna-t-elle pour elle-même. « Tu es une idiote, Émilie Carter. »« Idiote pourquoi ?» Émilie se retourna vivement. Samir se tenait à la porte, l'air encore d'avoir survécu à une embuscade. « Vous ne devriez pas être dehors avec votre future fiancée ?» Samir ferma la porte derrière lui. « Elle n'est pas ma future fiancée. »« Ah non ?» Parce que ça sonnait plutôt officiel. Rachid planifiait pratiquement le mariage. Rachid planifie beaucoup de choses sans me demander. « Et vous le laissez faire ?» Samir fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous le laissez faire. » Émilie croisa les bras.
Vous restez là, silencieux, pendant qu'il décide de votre vie, pendant qu'il vous parade des femmes devant comme si vous étiez une pièce d'échiquier? Ce n'est pas si simple. Bien sûr que si. Vous êtes le cheikh, vous commandez. Mais je n'ai pas la parole, lâcha Samir. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que je peux faire tout ce que je veux? J'ai des responsabilités, des attentes, une famille entière, un royaume entier qui attend que je quoi? Que je me marie avec quelqu'un que je n'aime pas? Que je vive malheureux juste pour faire plaisir au conseil? Et vous, qu'est-ce que vous proposez? Que je renvoie tout le monde et que je fasse ce qui me plaît? Oui, exactement ça. Ils restèrent figés au milieu de la suite, respirant fort, se regardant avec une intensité dangereuse. Puis Samir dit doucement « Et si ce que je veux est impossible ?» Émilie déglutit difficilement. « Rien n'est impossible. Vous ne comprenez pas. » Il détourna le regard. « Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver à cause du protocole, des règles, à cause de tout. » Le silence qui suivit fut étouffant. Émilie voulait dire quelque chose. Elle voulait crier que les règles étaient faites pour être brisées, que l'amour comptait plus que les attentes. Mais les mots ne sortaient pas, parce qu'elle savait. Au fond d'elle, elle savait que Samir avait raison. Ils venaient de mondes différents. Lui était de sang royal. Elle était une infirmière du Kansas noyée dans les dettes. Et les contes de fées n'existaient pas dans la vraie vie. « Je vais préparer vos médicaments, dit Émilie, la voix tremblante. Vous devez être fatigué. » Samir ne répondit pas. Elle quitta la suite sans se retourner. Et pour la première fois depuis son arrivée au palais, Émilie Carter se demanda si elle n'aurait pas dû refuser ce poste. De l'autre côté de la porte, Samir s'appuya contre le mur, ferma les yeux et murmura « Je suis désolé. » Mais Émilie n'entendit pas. Émilie ne parvint pas à dormir. Elle se tourna et se retourna dans son lit jusqu'à minuit, abandonna et décida que, puisqu'elle était réveillée, autant vérifier les constantes de Samir. « Juste du professionnalisme, se dit-elle en marchant dans le couloir. Rien que du professionnalisme. » Elle frappa doucement à la porte de la suite. Pas de réponse. Elle l'ouvrit lentement et trouva Samir assis sur le balcon, contemplant Riyad illuminer la nuit. Encore tout habillé, visiblement aussi insomniaque qu'elle. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda Émilie en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. Il se tourna, surpris. « Apparemment, vous non plus. Touchez. » Elle entra et ferma la porte. « Vous voulez que je prépare du thé ou je fais semblant d'être là strictement pour des raisons médicales ?» Samir sourit presque. « Vous êtes là pour des raisons strictement médicales. » « Bien sûr, totalement, à 100%. » Émilie croisa les bras. « Maintenant, asseyez-vous, je vais vérifier votre tension. » Il obéit, s'installant dans le fauteuil près du balcon. Émilie prit le tensiomètre, enroula le brassard autour de son bras et réalisa que ses mains tremblaient. « Nerveuse ?» demanda Samir en l'observant. « Non, juste fatiguée. »« Menteuse. » Émilie leva les yeux et croisa son regard. Elle était trop près, dangereusement près. « Votre tension est normale, » dit-elle en retirant le brassard un peu trop vite. « Le rythme cardiaque aussi, tout va bien. Émilie, arrêtez. » Elle s'immobilisa, inspira profondément, le regarda. « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Samir? Je veux dire vraiment, parce que j'essaye de garder les choses professionnelles, mais vous continuez à me regarder comme ça. » Comme quoi? Comme ça, comme si j'avais de l'importance. Samir se leva lentement sans rompre le contact visuel. Vous en avez. Le cœur d'Émilie s'emballa. Ne dites pas ça. Pourquoi pas? Parce que ça rend tout plus difficile. C'est déjà difficile. Il fit un pas vers elle. Depuis le premier jour où vous êtes arrivé et où vous m'avez dit que vous ne partiriez pas juste parce que je vous l'ordonnais. Émilie recula mais heurta la table d'appoint, coincée. On ne peut pas faire ça. Je sais. Vous êtes le chic, je suis votre infirmière. Il y a des règles, des protocoles, des attentes. Je m'en fiche. Mais moi, oui. Émilie posa les mains sur sa poitrine pour maintenir une distance.
J'y tiens parce que quand ça tournera mal, et ça tournera mal, je serai renvoyé, expulsé, et vous serez toujours là, sous la pression pour épouser Lila ou n'importe quelle princesse que Rachid vous mettra devant. » Samir saisit ses poignets, doucement, fermement. « Et si je ne veux pas épouser Lila, alors vous en épouserez une autre, quelqu'un de convenable, quelqu'un qui n'est pas moi? Et si c'est vous que je veux ?» Les mots flottèrent dans l'air, lourds, impossible à ignorer. Émilie sentit ses yeux piquer. « Ne faites pas ça. Ne me faites pas croire à quelque chose qui ne peut pas arriver. Qui dit que ça ne peut pas? Le monde entier, votre famille, le conseil. » Elle essaya de libérer ses poignets, mais il serra plus fort. « Samir, je suis une infirmière américaine noyée dans les dettes qui arrive à peine à payer son loyer. Vous êtes de sang royal. Nous vivons sur des planètes différentes. Alors peut-être qu'il est temps que je change de planète. » Émilie cligna des yeux. « Quoi ?» Samir lâcha ses poignets, mais ne recula pas. Il leva lentement la main, toucha son visage. Son pouce effleura sa joue. « Vous m'avez rappelé ce que c'était d'être vivant. De vouloir se réveiller le matin. De ressentir. » Sa voix était rauque, vulnérable. « Et je ne veux pas retourner vivre dans le noir. » Émilie ferma les yeux. Une larme coula. « Ce n'est pas juste. Je sais. Vous me faites désirer des choses impossibles. Bien, parce que moi aussi je les désire. » Elle ouvrit les yeux et il était là, tout près, si près qu'elle sentait sa chaleur, l'odeur d'épices et quelque chose d'unique qui n'appartenait qu'à lui. « On ne devrait pas, » murmura Émilie. « Je sais. » Mais aucun des deux ne bougea. Samir se pencha. Émilie retint son souffle. Ses lèvres n'étaient qu'à quelques centimètres des siennes quand la porte s'ouvrit brutalement. « Samir, il faut qu'on parle de… » Rachid s'arrêta net. Derrière lui, Fatima se figea, les yeux écarquillés. Émilie bondit en arrière si vite qu'elle heurta la table, faisant tomber le tensiomètre, manquant de trébucher. Samir la rattrapa par le bras pour l'empêcher de tomber, ce qui ne fit qu'empirer les choses. Rachid les regarda, puis la main de Samir sur le bras d'Émilie, puis le visage de son frère. « Qu'est-ce qui se passe exactement ici ?»« Ce n'est pas ce que vous pensez, » dit Émilie beaucoup trop vite. « Ah non ?» Rachid croisa les bras. « Parce que ça ressemble exactement à ce que je pense. » Fatima entra, ferma la porte derrière elle et regarda Émilie avec un mélange de panique et de déception. « Mademoiselle Carter, que se passe-t-il ici ? Je vérifiais ses constantes vitales. » Émilie ramassa le tensiomètre par terre comme s'il s'agissait d'une preuve. « Protocole nocturne de routine. »« À minuit ?» souligna Rachid en haussant un sourcil. « Seul ? Porte fermée ? » « Je ferme toujours la porte. La confidentialité des patients est importante. »« Émilie » commença Samir. « Non !» Rachid leva la main. « Laissez-moi deviner. Vous allez me dire que c'était innocent, que rien ne s'est passé, que j'ai mal compris. » La mâchoire de Samir se crispa. « Ça ne vous regarde pas. »« Pas mon affaire ?» Rachid avança. « Vous êtes le cheikh. Tout ce que vous faites est mon affaire, l'affaire du conseil, l'affaire de tout le royaume. » « C'est ridicule, » marmonna Émilie. Rachid se tourna vers elle, les yeux froids. « Taisez-vous. »« Ne lui parlez pas comme ça, » dit Samir, la voix basse et dangereuse. « Sinon quoi? Vous allez me renvoyer? Me défier ?» Rachid rit, mais il n'y avait aucune joie dans ce rire. « Vous arrivez à peine à sortir du lit, Samir, et vous voulez jouer les héros pour une infirmière qui a clairement franchi toutes les limites professionnelles? Elle n'a rien franchi. »« Ah non ?» Rachid les désigna tous les deux. « Vous étiez à quelques centimètres l'un de l'autre, seuls dans le noir, et vous voulez que je croie que rien ne s'est passé ?» Silence. Fatima s'éclaircit la gorge. « Peut-être que mademoiselle Carter devrait aller se reposer. Il est tard. »« Excellente idée, » approuva Rachid. « Et demain matin, nous aurons une longue conversation sur son avenir ici au palais. » Émilie sentit son estomac se nouer. « Je n'ai rien fait de mal. »« Pas encore, » dit Rachid, « mais vous étiez sur le point. » Il partit en claquant la porte. Fatima regarda Émilie avec tristesse. « Vous devriez être plus prudente, ma chère. » Et elle partit à son tour. Émilie resta figée au milieu de la suite, les mains tremblantes, le cœur brisé. Samir fit un pas vers elle. « Émilie ?»« Non. »
Elle leva la main pour l'arrêter. « Ne dites rien, rien du tout. » Et elle sortit, laissant Samir une fois de plus, seul dans le noir. Émilie ne dormit pas. À 6 heures du matin, 2 gardes frappèrent à la porte de la chambre d'invités. « Mademoiselle Carter, le Conseil royal demande votre présence, immédiatement. » Elle savait que ça arriverait, mais le savoir ne rendait pas la chose moins terrifiante. Elle s'habilla en uniforme, les mains tremblantes, attacha ses cheveux en arrière et suivit les gardes à travers d'interminables couloirs jusqu'à une salle qu'elle n'avait jamais vue. La salle du Conseil. Mur en bois sombre, une immense table en U. 7 hommes assis comme des juges, tous avec des expressions sévères. Et au centre, Rachid. « Mademoiselle Carter », il désigna la chaise unique au milieu de la pièce. « Asseyez-vous. » Émilie s'assit, joignit les mains sur ses genoux pour cacher le tremblement. « J'irai droit au but », commença Rachid en feuilletant un dossier. « Nous avons été informés de multiples violations du protocole professionnel pendant votre séjour ici. »« Violations ?» répéta Émilie. « Quelle violation ?» Un des conseillers plus âgés, à la barbe grise, s'éclaircit la gorge. « Intimité inappropriée avec le patient, méthode de traitement non autorisée, et hier soir, un comportement qui a clairement franchi les limites d'une relation professionnelle. » Émilie sentit son sang bouillir. « Comportement ? Je vérifiais ses constantes vitales. »« À minuit, » souligna Rachid en haussant un sourcil. « Seul, porte fermée. »« Je ferme toujours la porte. Ça s'appelle la confidentialité des patients. Vous avez entendu parler de la loi HIPAA ?» Les membres du conseil échangèrent des regards perplexes. « HIPAA », expliqua Émilie impatiente. « Règlement américain sur la confidentialité médicale, appris à l'université, première semaine. »« Nous ne suivons pas les réglementations américaines ici », dit un autre conseiller d'un ton sec. « Clairement, parce que si c'était le cas, vous sauriez que renvoyer une infirmière pour avoir fait son travail est ridicule. »« Ridicule ?» Rachid se pencha en avant. « Mademoiselle Carter, vous avez été engagée pour vous occuper de la santé physique du cheikh, pas pour vous impliquer émotionnellement, pas pour mettre en œuvre des méthodes douteuses, et certainement pas pour, il marqua une pause dramatique, le séduire. Pardon, quoi ? Plusieurs témoins ont rapporté une proximité inappropriée entre vous et le cheikh. Proximité ? Il faisait des crises de panique. Je faisais mon travail. Votre travail n'inclut pas de passer des nuits dans sa suite. J'en ai passé une parce qu'il me l'a demandé, parce qu'il avait peur, parce que personne d'autre ne se souciait assez pour rester. Le silence qui suivit fut tendu. Rachid referma le dossier. « Votre licenciement prend effet immédiatement. Vous avez 2 heures pour faire vos bagages. Un vol retour vers les États-Unis a été organisé pour cet après-midi. » Émilie se leva, tremblante de colère. « Vous ne pouvez pas faire ça. »« Nous le pouvons, et nous le faisons. » « Il va mieux, les chiffres le prouvent. Il marche, il dort, il revit. » « Grâce à des méthodes non approuvées par l'équipe médicale officielle, » ajouta le docteur Kamal en entrant dans la pièce. « Dangereuse, non scientifique. » « Non scientifique ?» Émilie se tourna vers lui. « Respiration profonde, exercice, thérapie émotionnelle, c'est dans tous les manuels médicaux modernes. Pas dans les nôtres. » Émilie regarda autour de la pièce, les visages fermés. Rachid qui l'observait avec une satisfaction à peine dissimulée. « Ce n'est pas une question de protocole, » dit-elle calmement. « C'est parce qu'il commençait à être heureux, et vous ne voulez pas qu'il soit heureux. Vous voulez qu'il soit obéissant. » Rachid se leva, les mains appuyées sur la table. « Vous dépassez les bornes. Non, j'ai raison, et vous le savez. » Les portes de la salle s'ouvrirent brutalement. Samir entra, encore en pyjama, pieds nus, respirant fort comme s'il avait couru. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Tout le monde se leva par réflexe, sauf Émilie. « Votre Altesse, » commença Rachid, « cette affaire ne... » Répondez à la question. Nous réglons une question de ressources humaines. Samir regarda Émilie, puis son frère. « Vous la renvoyez ?»« Oui, pour violation du protocole et comportement inapproprié. » Comportement inapproprié. Samir avança d'un pas. « Elle m'a sauvé la vie. Elle a fait plus pour moi en 6 semaines que vous tous en 3 ans. Elle a franchi des limites, dit le docteur Kamal. C'est indéniable. Les seules limites franchies ici sont celles de la décence élémentaire. Vous renvoyez la seule personne qui s'est vraiment souciée de moi parce qu'elle... Quoi ? Parce qu'elle m'a traité comme un être humain ?
Parce qu'elle est émotionnellement appliquée, dit Rachid fermement. Et vous aussi. Et ça ne peut pas continuer. Samir serra les poings. Je n'accepte pas ce licenciement. Vous n'avez pas le choix. Le conseil a voté 4 contre 3. Elle part aujourd'hui. Alors je dissous le conseil. Les membres du conseil retinrent leur souffle. Rachid pâlit. Vous ne pouvez pas faire ça. Si, je peux. Je suis le cheikh. Vous êtes un cheikh qui tient à peine debout. Rachid explosa. Un cheikh manipulé par une femme étrangère qui ne connaît rien à notre culture, à nos traditions. Assez. Samir abattit sa main sur la table. Le bruit résonna dans la pièce. Silence total. Émilie reste, dit Samir, la voix dangereusement calme. Et si quelqu'un essaie de la faire partir de force, il répondra directement à moi. Compris ? Rachid le fixa. Vous la choisissez elle plutôt que votre propre famille, plutôt que le royaume. Je choisis quelqu'un qui me traite comme une personne, pas comme une pièce d'échiquier. Samir, dit Émilie doucement, arrêtez. Il la regarda. Je ne les laisserai pas vous faire ça. Vous n'avez pas le choix. Émilie se leva, forçant un sourire. Ils ont le pouvoir, moi non. Et si vous vous battez contre eux à cause de moi, vous perdrez tout. Je m'en fiche. Mais moi, oui. Elle prit rapidement sa main, discrètement. Laissez-moi partir, Samir. Non, s'il vous plaît. La douleur dans ses yeux était insupportable. 2 gardes entrèrent dans la pièce. Mademoiselle Carter, nous devons vous escorter jusqu'à vos quartiers pour que vous récupériez vos affaires. Émilie lâcha sa main. Au revoir, Votre Altesse. Ce fut un honneur de prendre soin de vous. Elle sortit avant que les larmes ne coulent. Samir essaya de la suivre, mais Rachid lui saisit le bras. « Laissez-la partir. Lâchez-moi. Laissez-la partir. » Samir se dégagea, mais 2 autres membres du conseil bloquaient déjà la porte. « Votre Altesse, s'il vous plaît, c'est pour votre bien. »« Pour mon bien ?» Samir les regarda tous avec mépris. « Vous ne savez rien de mon bien. » Il partit en claquant la porte si fort que l'écho retentit dans le hall. Dans le couloir, Émilie s'appuya contre le mur, inspira profondément et laissa enfin les larmes couler. La valise d'Émilie pesait 14 kilos, mais elle lui sembla faire 1 tonne tandis qu'elle la traînait dans le couloir du palais, escortée par 2 gardes qui avaient l'air de conduire une criminelle à l'exécution. Fatima apparut au coin du couloir. Elle s'arrêta, regarda Émilie avec une expression mêlant culpabilité et devoir. Émilie s'arrêta aussi. « Je suis venue vous dire au revoir », dit Fatima doucement. « Vous n'êtes pas obligé, je comprends. » Émilie força un sourire. « Vous ne faisiez que votre travail. » « Ce n'est pas seulement ça. » Fatima fit un pas vers elle. « J'ai été dur avec vous hier soir. Peut-être trop dur. Et je veux que vous sachiez que... » Elle inspira profondément. « J'ai vu ce que vous avez fait pour lui. J'ai vu comment il a changé. Et une partie de moi espère que vous trouverez un moyen de revenir. » Émilie sentit ses yeux piquer. « Fatima, il a besoin de vous. » Fatima plaça quelque chose dans la main d'Émilie, un papier plié. « Ne l'ouvrez pas maintenant, ouvrez-le quand vous serez dans l'avion. »« Qu'est-ce que c'est ?» Fatima se contenta de sourire tristement et s'éloigna. Émilie glissa le papier dans sa poche et continua à marcher. L'aéroport international de Riyad était bondé. Des familles qui se disaient au revoir, des hommes d'affaires qui se dépêchaient, des touristes qui prenaient des photos. Émilie s'assit à la porte d'embarquement avec sa valise à côté d'elle, son passeport à la main et une sensation de vide dans la poitrine qui semblait lui aspirer toute vie. Vol 847 à destination de New York, embarquement immédiat porte 12. Elle se leva, attrapa sa valise, fit 3 pas vers la file d'attente, et puis elle l'entendit. Des cris, des gens qui couraient. Émilie se tourna. À travers le terminal, une foule s'écartait comme la mer Rouge. Et au centre, avançant avec difficulté, s'appuyant sur une canne, vêtue d'une tunique blanche et pieds nus, se trouvait Samir. Derrière lui, 6 gardes de sécurité tentaient de dégager le passage, tandis que les passagers sortaient leur téléphone, filmaient, criaient « C'est le cheikh! Qu'est-ce qu'il fait ici? Quelqu'un filme ça ?» Émilie lâcha sa valise. « Il ne peut pas être là, » murmura-t-elle. « Il ne peut pas !»
Mais il était là, et il venait droit vers elle. Leurs regards se croisèrent à travers le terminal bondé et Samir ne détourna pas les yeux. Pas une seule seconde. Émilie commença à marcher lentement, puis plus vite, jusqu'à courir. Ils se rejoignirent au milieu du terminal, entourés de dizaines de personnes qui filmaient, prenaient des photos, assistaient à l'impossible. « Vous êtes complètement fou !» haleta Émilie. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Samir respirait fort, visiblement épuisé, mais il souriait. « Vous empêchez de commettre la plus grosse erreur de votre vie. »« Mon erreur ? Samir, vous ne devriez pas être ici. Vous arrivez à peine à marcher. »« Alors, soutenez-moi. » Il lâcha la canne. Émilie lui attrapa le bras, désespérée. « Vous allez tomber !»« Non, parce que vous êtes là. »« C'est de la folie, vous le savez, hein ?»« Oui, et je m'en fiche. » Samir prit son visage entre ses mains. « Émilie Carter, vous ne monterez pas dans cet avion. »« Il le faut, j'ai été renvoyé, expulsé. Alors, je vais annuler ça. » « Vous ne pouvez pas annuler la décision du Conseil. Si, je peux, parce que je suis le cheikh. Et plus important encore, il marqua une pause, les yeux brillants. Parce que je vous aime. » Tout le terminal sembla se figer. Émilie sentit ses genoux fléchir. « Quoi ? » ?»« Je vous aime. » Samir répéta plus fort, cette fois pour que tout le monde entende. Je vous aime depuis le premier jour où vous êtes entrée dans ma suite et avez refusé de partir. Je vous aime parce que vous êtes agaçante, têtue, drôle et la seule personne qui m'a fait me souvenir de ce que ça fait d'être vivant. Et je ne vous laisserai pas partir. Émilie pleurait maintenant, riant et pleurant en même temps. Vous ne pouvez pas faire ça. Votre famille, le conseil, ils vont vous détruire. Qu'ils essaient. Samir la serra contre lui. J'ai passé 3 ans à laisser les autres décider de ma vie, à laisser la peur et la culpabilité me contrôler. Mais vous m'avez appris que vivre n'est pas une trahison, et je choisis de vivre avec vous. Samir, restez, s'il vous plaît, restez avec moi. Émilie regarda autour d'elle les caméras, les gardes, la foule qui observait comme si c'était un film. Puis elle regarda Samir, cet homme qui avait été autrefois impossible, insupportable, perdu, et qui se tenait maintenant là, dans un aéroport bondé, pieds nus et vulnérable, à lui demander de rester. « Vous êtes sûr ?» murmura-t-elle. « Complètement sûr ? Parce que si je reste, il n'y aura pas de retour en arrière. Ce sera vous et moi contre tout le monde. » « Parfait. » Samir sourit. « J'aime ces chances. » Émilie rit, un son tremblant, plein de larmes, mais vrai. « Vous êtes impossible. Je sais, c'est une partie de mon charme. » Et puis, sans prévenir, Samir s'agenouilla, là, au milieu de l'aéroport international de Riyad, avec des centaines de personnes qui regardaient. La foule retint son souffle d'un seul coup. Émilie porta les mains à sa bouche. « Samir, relevez-vous. » Non. Il prit sa main. « Émilie Carter, vous m'avez guérie quand je pensais que c'était impossible. Vous m'avez fait rire quand j'avais oublié comment faire. Vous m'avez redonné de l'espoir quand je n'en avais plus. » Sa voix se brisa. « Épousez-moi. » Le terminal explosa en acclamations, applaudissements, téléphones qui filmaient de tous les angles. Émilie s'agenouilla devant lui, prenant son visage entre ses mains. « Vous êtes sûr ? Absolument sûr ? Parce que je ne suis qu'une infirmière américaine, sans argent, sans titre, rien à offrir à part de l'amour et du sarcasme. » Samir sourit à travers ses larmes. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Alors, oui. Émilie embrassa son front. « Oui, je vais vous épuiser. Vous, cheikh impossible et fou. » La foule explosa. La sécurité essaya de maîtriser la scène, mais il était trop tard. Des dizaines de vidéos étaient déjà postées, partagées, devenaient virales. Le cheikh de Riyad venait de demander en mariage une infirmière américaine dans un aéroport, à genoux, et elle avait dit oui. Samir se releva avec son aide et la serra dans une étreinte forte.
Vous ne le regretterez pas, murmura-t-il à son oreille. Je sais, rit Émilie, mais vous, probablement si. J'y compte bien. Ils restèrent là, enlacés, au milieu du chaos, pendant que le monde regardait. Et quelque part dans le palais Aladi, Rachid regardait les vidéos virales en ligne avec une expression d'horreur pure, parce que son frère venait de faire l'impensable et qu'il n'y avait plus de retour en arrière. La vidéo atteignit 2 millions de vues en 4 heures. Émilie regardait les chiffres grimper sur son téléphone tandis que la voiture officielle franchissait les grilles du palais Aladi. À côté d'elle, Samir lui tenait la main fermement, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. « Vous êtes sûr de ça ?» demanda-t-elle pour la 10e fois. « Complètement, » répondit-il pour la 10e fois. « Il est encore temps pour moi de retourner à l'aéroport, prendre le vol suivant, faire comme si rien de tout ça n'était arrivé. » Samir se tourna vers elle. « Vous voulez partir ?» Émilie plongea son regard dans le sien et dit « Non. » Mais je ne veux pas non plus que vous perdiez tout à cause de moi. Alors faisons en sorte que ça n'arrive pas. La voiture s'arrêta à l'entrée principale. Rachid les attendait déjà, et il n'avait pas l'air en colère, il avait l'air terrifié. La salle du conseil était encore plus tendue que la dernière fois. Les 7 membres du conseil étaient assis, Rachid au centre, mais sans son arrogance habituelle. Il y avait quelque chose de brisé dans sa posture. Le docteur Kamal était assis à côté de lui, tenant un épais dossier, l'air mal à l'aise. Et Fatima, dans un coin, observait tout attentivement. Émilie et Samir entrèrent main dans la main. Rachid ne claqua pas le dossier sur la table. Il regarda simplement son frère avec une expression mêlant douleur et désespoir. « Tu ne comprends pas ce que tu as fait, » dit-il calmement. « Tu ne comprends pas le risque. » Samir fronça les sourcils. Le risque ? Rachid, j'ai déclaré mon amour à la femme que j'aime. Quel risque y a-t-il là-dedans ? Le risque de te perdre à nouveau. Rachid se leva d'un bond. Le risque de te voir te donner complètement à quelqu'un et puis... Il ne termina pas la phrase. Mais il n'avait pas besoin. Un silence emplit la pièce comme une fumée lourde. Émilie comprit avant Samir. « Vous avez peur que je lui fasse du mal ?» dit-elle doucement. Comme Amira quand elle est morte ? Rachid se tourna vers elle, les yeux brillants. « Vous ne comprenez pas. Personne ne comprend. » Il pointa Samir du doigt. « Quand Amira est morte, j'ai vu mon frère s'effondrer. Il ne mangeait pas. Il ne dormait pas. Il ne parlait pas. Il a simplement disparu. Et j'ai juré que je ne laisserai plus jamais ça arriver. » Samir avança d'un pas. « Alors tu m'as gardé prisonnier. Tu m'as gardé malade. Je t'ai gardé en sécurité. » Rachid se frappa la poitrine. « Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas perdre. Si tu ne te donnes pas, tu ne peux pas te briser. Je faisais ce qu'il fallait pour te protéger. En m'isolant, en me contrôlant, en m'empêchant de vivre, en t'empêchant de souffrir. Mais je souffrais, » Samir cria. « Tous les jours, en silence, seul, parce que tu avais décidé que j'étais trop fragile pour faire mes propres choix. » Le docteur Kamal s'éclaircit la gorge. « Votre Altesse, Rachid, peut-être est-il temps de... »« Taisez-vous, Kamal, » dit Rachid, mais sans colère, juste de l'épuisement. Émilie regarda le docteur Kamal et réalisa qu'il n'était pas un méchant, juste un homme qui suivait les ordres de quelqu'un qu'il respectait. « Docteur Kamal, » dit-elle doucement, « croyez-vous vraiment que garder Samir malade l'aidait ?» Le docteur Kamal détourna le regard. « J'ai suivi le protocole établi par son Altesse Rachid. Il connaît le cheikh mieux que quiconque. J'ai simplement fait mon devoir. »« Non, » dit Samir fermement. « Il ne me connaît pas. Il connaît la version brisée de moi qu'il a contribué à créer. » Rachid se tourna vers lui comme s'il avait été giflé. « Je t'ai protégé. Tu m'as étouffé. Parce que je t'aime. » La voix de Rachid se brisa sur le dernier mot. Et pour la première fois depuis qu'Émilie l'avait rencontré, elle vit des larmes dans ses yeux. « Quand Amira est morte, » murmura Rachid, « je t'ai tenu pendant que tu pleurais. Je t'ai porté quand tu ne pouvais plus marcher. Je t'ai nourri quand tu refusais de manger. Et j'ai vu vouloir renoncer à la vie.
Il s'essuya les yeux avec colère. « J'ai failli te perdre, et ça m'a détruit moi aussi. Je ne revivrai pas ça, je ne peux pas. » Le silence qui suivit fut différent. Ce n'était pas de la colère, c'était de la compréhension. Samir resta immobile un long moment. Puis, lentement, il s'approcha de son frère et posa une main sur son épaule. « Rachid, regarde-moi. » Rachid leva les yeux. « Je sais que tu essayais de me protéger. Je sais que tu as agi par amour. Mais tu ne peux pas me garder en cage toute ma vie juste parce que tu as peur que je vole et que je me fasse mal. » Samir inspira profondément. Vivre, c'est prendre des risques. Aimer, c'est prendre des risques. Et oui, peut-être que je serai blessé à nouveau, mais je préfère vivre un jour pleinement que survivre 1000 jours à moitié. « Et si tu ne survis pas ?» murmura Rachid. « Et si ça te détruit ?» Alors Émilie m'aidera à me reconstruire. Samir la regarda et sourit, comme elle l'a déjà fait une fois. Émilie sentit les larmes couler sur ses joues. Rachid la regarda, vraiment regarda, pas avec mépris, avec peur. « Comment je sais que vous ne l'abandonnerez pas ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Comment je sais que vous resterez quand ça deviendra dur ?» Émilie avança d'un pas. « Vous ne le savez pas. Il faudra me faire confiance. » Elle marqua une pause. « Mais je peux vous dire ceci. J'ai vu Samir au plus mal. J'ai vu ses crises de panique à 3 heures du matin. Je l'ai vu pleurer. Je l'ai vu briser. Et je ne suis pas parti. Je lui ai tenu la main et j'ai respiré avec lui jusqu'à ce que ça passe. » Sa voix se fit plus forte. « Je ne partirai pas maintenant. Je ne partirai jamais. Parce que je l'aime vraiment. Pas le titre, pas le palais. Lui. » Rachid resta silencieux, luttant contre des émotions qu'il ne savait manifestement pas gérer. Un des conseillers plus âgés s'éclaircit la gorge. « Peut-être pouvons-nous trouver un terrain d'entente. » Rachid se tourna perplexe. « Un terrain d'entente ? » ?»« Oui, des conditions. » Le conseiller regarda Émilie. « Mademoiselle Carter devra apprendre nos coutumes, étudier notre culture, respecter nos traditions. Le mariage devra suivre le protocole royal complet et... » Il marqua une pause. « Il y aura une période d'adaptation de 3 mois pour s'assurer que Mademoiselle Carter est prête à la vie dans la famille royale. » Émilie déglutit difficilement. « 3 mois ? » ?»« Pas un test, » corrigea doucement le conseiller. « Une période d'apprentissage. Vous vivrez au palais. Vous apprendrez ce que signifie faire partie de cette famille. Et à la fin, nous voterons officiellement l'approbation du mariage. » Samir ouvrit la bouche pour protester, mais Émilie serra sa main. « J'accepte, » dit Émilie. « J'accepte, » répéta-t-elle en regardant Rachid, « parce que je comprends. Je comprends que vous avez peur. Je comprends que vous aimez votre frère et voulez le protéger. Et je veux vous prouver que je ne lui ferai pas de mal, que je prendrai soin de lui. Alors je resterai. Toujours. » Rachid la fixa longuement, puis hocha la tête, une seule fois. Petite, mais elle était là. Le conseiller principal frappa du maillet. « Alors c'est décidé. Nous passons au vote. Qui approuve la période de 3 mois avant le mariage officiel ?» 5 mains se levèrent immédiatement. Rachid hésita, regarda Samir, puis Émilie, et leva lentement la main. Le docteur Kamal suivit. 7-0. Annonça le conseiller, clairement surpris. Unanime. La proposition est approuvée. Émilie expira enfin l'air qu'elle retenait. Samir la serra dans une étreinte forte. « Vous ne le regretterez pas. » murmura-t-il. « Je sais. » Le conseiller se leva, salua respectueusement Samir, et ils sortirent un par un. Le docteur Kamal s'arrêta devant Émilie. « Mademoiselle Carter, je voudrais m'excuser. Je suivais des ordres, mais ça ne l'excuse pas. Vous avez fait pour lui ce que je n'ai pas réussi en 3 ans. » Il lui tendit la main. « J'espère que nous pourrons travailler ensemble désormais. » Émilie serra sa main en souriant. « Avec plaisir, docteur Kamal. » Il partit, l'air soulagé. Rachid fut le dernier à s'en aller. Il s'arrêta à la porte, regardant son frère. « Samir, je suis désolé pour tout. » Samir hocha la tête. « Je sais.
Et on parlera, vraiment parler. Mais pour l'instant, merci d'avoir voté. Oui. Rachid regarda Émilie. Prenez soin de lui, toujours. Je le promets. Rachid esquissa un sourire triste et partit. Fatima s'avança, prenant les mains d'Émilie. « Bienvenue dans la famille, ma chère. Officiellement, ou presque, sourit-elle. Et juste pour que vous sachiez, les protocoles de mariage sont absurdes. Vous devrez approuver 47 sortes de fleurs. » Émilie cligna des yeux. « 47 ? Oui. Il y a une feuille de calcul, 3 réunions rien que pour les décorations de table et un comité entier dédié au menu. » Fatima rit. « Mais je vous aiderai, je le promets. » « Merci Fatima, pour tout. » Fatima les serra tous les deux dans ses bras et partit en fermant la porte derrière elle. Émilie posa la tête contre la poitrine de Samir. « 3 mois, on peut y arriver. On peut tout faire, ensemble. » Il lui releva le menton. Soudain, Émilie se souvint. « Oh, Fatima m'a donné une lettre dans le couloir avant que je quitte le palais la première fois. » Elle sortit un papier plié de la poche de sa veste, froissé mais intact. Samir la regarda l'ouvrir et le lire. Les larmes vinrent presque instantanément. « Qu'est-ce que ça dit ?» demanda-t-il inquiet. Émilie rit à travers ses larmes et lui tendit le papier. Samir lut à voix haute. « Chère Émilie, j'ai travaillé dans ce palais pendant 20 ans. J'ai vu beaucoup de choses, mais je n'ai jamais vu quelqu'un faire pour le cheikh Samir ce que vous avez fait. Vous devez savoir la vérité. Rachid n'est pas un méchant, c'est un frère terrifié. Quand Amira est décédée, Samir a failli partir avec elle, et Rachid a failli se perdre en regardant son frère souffrir. Depuis, il a décidé que protéger signifiait contrôler, que si Samir n'aimait pas, il ne pouvait pas être blessé. Mais vous lui avez prouvé le contraire. L'amour ne détruit pas, l'amour guérit. Montrez-lui ça. Montrez-lui que vous ne ferez pas de mal à Samir, que vous resterez, que vous êtes assez forte pour cette vie. Et rappelez-vous, 47 sortes de fleurs, pas une blague. Avec amour, Fatima. PS, j'ai toujours su que vous étiez spécial, depuis le premier jour où vous avez dit au cheikh de respirer comme une personne normale. Samir finit de lire et sourit, les yeux brillants. Il essayait de vous aider dès le début. Ils l'étaient tous à leur manière. Émilie replia soigneusement la lettre. Même Rachid, surtout Rachid. Ils restèrent là, enlacés, la lettre entre eux, plus qu'un simple papier. C'était la preuve que même dans les endroits les plus improbables, l'amour trouve des alliés, et que parfois les batailles les plus dures sont menées par ceux qui aiment trop, pas trop peu. « Vous savez ce qui est drôle ?» dit Émilie en rangeant la lettre dans sa poche. « Je suis venue à Riyad en pensant m'occuper d'un patient impossible pendant quelques semaines et rentrer chez moi. Et maintenant, je suis chez moi. » Samir embrassa son front. « Oui, vous l'êtes. » Et là, dans la salle du conseil vide, entourés de traditions anciennes et d'attentes lourdes, ils s'embrassèrent, enfin, sans interruption, sans peur, juste de l'amour et la certitude absolue que peu importe combien de fleurs ils devraient approuver, combien de protocoles ils devraient suivre ou combien de membres du conseil ils devraient convaincre, ils y arriveraient, ensemble. Jour 1 des 3 mois. Émilie se réveilla à 5 heures du matin parce que quelqu'un frappait à la porte. Fatima entra en portant une pile de livres qui semblait plus lourd qu'Émilie elle-même. « Bonjour, il est temps d'apprendre l'étiquette royale. » Émilie regarda les livres, puis Fatima, puis de nouveau les livres. « Vous plaisantez. »« Le protocole ne plaisante pas, ma chère. » Fatima posa la pile sur la table avec un bruit sourd. Nous avons la hiérarchie et les titres royaux, les salutations formelles dans 47 situations différentes, l'histoire de la famille Al-Hadi, l'étiquette à table royale. Oh, et celui-ci est mon préféré. Comment marcher en robe longue sans trébucher. Émilie prit le dernier livre. Ça existe vraiment ? Malheureusement. Semaine 2.
Émilie était assise dans une pièce entourée de 5 dames âgées de la cour, toutes la regardant comme des faucons étudiant une proie. « Maintenant, ma chère, dit l'une d'elles en ajustant ses lunettes, montrez-nous la salutation formelle pour un ambassadeur étranger de niveau 2. » Émilie se leva, fit une révérence gracieuse, baissa le regard exactement 3 secondes et se redressa. Les dames échangèrent des regards. « Parfait !» admit l'une d'elles, surprise. Émilie sourit. Une petite victoire. Puis une autre dame parla. « Et maintenant, montrez la salutation pour un prince d'un royaume allié lors d'une cérémonie en soirée d'été. » Émilie cligna des yeux. « C'est différent de la salutation diurne ?»« Complètement. »« Mon Dieu. » Semaine 5. La réunion sur les fleurs entrait dans sa 3e heure. Le lys blanc symbolise la pureté, mais le lys crème représente l'élégance, expliqua la coordinatrice en tenant des échantillons. Lequel préférez-vous pour les tables de la salle principale? Émilie regarda les 2 fleurs. Elles étaient identiques. Le blanc. Excellent choix. La coordinatrice prit des notes. Maintenant, pour les tables secondaires, rose du désert ou jasmin sauvage? Jasmin. Merveilleux. Et pour les colonnes décoratives, orchidées importées ou tulipes locales? Émilie inspira profondément, se rappelant la lettre de Fatima. 47 sortes de fleurs. Pas une blague. Orchidée. Et pour le couloir d'entrée? Fatima décide. Émilie coupa. Tout ce que Fatima choisira, j'approuve. La coordinatrice cligna des yeux. Mais vous devez. Je dois garder ma santé mentale. Fatima a un goût impeccable. Elle décide. Fatima, assise dans un coin, sourit fièrement. Semaine 8. Émilie était dans les cuisines du palais, essayant d'apprendre à préparer le thé à la menthe traditionnel sous la supervision stricte du chef cuisinier. « Non, non, non !» s'exclama le chef en lui arrachant la théière des mains. « 3 minutes d'infusion. 3. Vous l'avez laissé 4. C'est 1 minute de différence. C'est la différence entre la perfection et la catastrophe. » Émilie soupira, mais recommença. Samir apparut dans l'encadrement de la porte, cachant un sourire. « Comment ça va ? Je massacre des feuilles de menthe. Comment vous pensez que ça va ?» Il rit, entra et la serra par derrière. « Vous vous en sortez incroyablement bien. Je perds la tête. Mais vous la perdez avec grâce. » Émilie tourna la tête et lui donna un baiser rapide. « Arrêtez de me distraire, j'ai du thé à ne pas rater. » Semaine 11. La réunion finale du conseil avant l'approbation officielle. Émilie était assise sur la même chaise où on l'avait renvoyée des mois plus tôt. Cette fois, elle n'avait pas peur. Elle était fatiguée, mais confiante. Le conseiller le plus âgé feuilleta les rapports. Mademoiselle Carter a terminé tous les cours d'étiquette avec d'excellentes notes. Elle a montré un respect constant pour nos traditions. Elle a appris l'arabe de base avec un accent charmant, pourrais-je ajouter. Il sourit. Et plus important encore, pendant ces 3 mois, elle a démontré un dévouement sincère non seulement envers le cheikh Samir, mais envers ce royaume et son peuple. Un autre conseiller hocha la tête. Elle a visité des hôpitaux, parlé avec des familles ordinaires, appris notre culture pour de vrai, pas seulement le protocole de surface. Le docteur Kamal se leva. Et je peux confirmer que le cheikh Samir reste en bonne santé, stable et heureux, plus heureux que je ne l'ai vu depuis des années. Rachid, qui était resté silencieux, parla enfin. « J'ai voté en faveur il y a 3 mois avec des réserves. » Il regarda Émilie. « Mais aujourd'hui, je vote avec certitude. Vous avez prouvé que vous en étiez digne. Pas à cause d'un titre, à cause de qui vous êtes. » Émilie sentit ses yeux piquer. « Merci, Votre Altesse. » Le conseiller principal frappa du maillet. « Alors, c'est réglé. Vote final. Qui approuve le mariage entre le cheikh Samir Aladi et Émilie Carter ?» 7 mains se levèrent. Unanime. Le mariage est officiellement approuvé. Le conseiller sourit. Que les préparatifs commencent. Émilie était dans la salle de préparation, fixant le miroir, ne reconnaissant pas la personne qui la regardait. La robe était un chef-d'œuvre. Soie blanche avec des détails brodés à la main en or, manches longues délicates et une traîne de 3 mètres.
Du henné couvrait ses mains en motifs complexes, un voile en dentelle drapé sur ses cheveux, tenu par une tiare de perles. Elle avait l'air d'une princesse, et elle était absolument terrifiée. « Je ne peux pas faire ça », murmura-t-elle. Fatima, qui ajustait le voile, s'arrêta. « Quoi ? Il y a des caméras, la presse internationale, des centaines de personnes, et je vais trébucher ou dire quelque chose de travers ou... » « Émilie !» Fatima posa les mains sur ses épaules. « Respirez. Je ne peux pas. Comme une personne normale. » Fatima finit avec un sourire. Vos propres mots? Émilie laissa échapper un rire tremblant. Vous vous en souvenez? Bien sûr, c'est ma réplique préférée. Fatima la serra dans ses bras. Vous allez y arriver. Vous avez conquis un chèque impossible, convaincu un conseil têtu et approuvé 47 sortes de fleurs. Vous pouvez tout faire. Émilie inspira profondément et hocha la tête. Ok, allons-y. La cérémonie eut lieu dans le jardin principal du palais, transformé en conte de fées. Des fleurs partout. Les 47 variétés parfaitement coordonnées. Des lustres en cristal pendaient des arbres. Un tapis rouge s'étendait sur l'herbe verte. Des centaines d'invités étaient assis sur des chaises en acajou. Et au centre, sous une arche couverte de roses blanches, Samir attendait. Vêtu d'une tunique traditionnelle blanche brodée de fils d'or, il avait l'air sorti d'un rêve. La musique commença. Un mélange impossible d'instruments arabes traditionnels et de saxophones jazz. Émilie commença à marcher. Un pas, 2, 3. Elle ne trébucha pas une seule fois. Quand elle arriva à l'hôtel, Samir lui tendit la main. « Vous êtes magnifique », murmura-t-il. « Vous aussi », sourit Émilie. « Essayez de ne pas trébucher sur votre tunique. » Il rit doucement. L'officiant commença la cérémonie en arabe, puis traduisit en anglais, et vinrent les vœux. Samir parla en premier. « Émilie Carter, vous êtes entrée dans ma vie comme une tempête, têtue, agaçante, complètement impossible à ignorer. » Les invités rirent. « J'ai essayé de vous repousser, j'ai essayé de vous faire peur, j'ai essayé de faire comme si je n'avais pas besoin de vous, mais vous n'êtes pas parti. Vous m'avez tenu la main dans les pires moments. Vous m'avez appris à respirer quand je pensais que j'allais mourir. Vous m'avez montré que vivre n'est pas une trahison. Et vous... » Sa voix trembla. « Vous m'avez appris à aimer à nouveau. » Il marqua une pause, regardant le ciel un instant. « Amira, où que tu sois, merci de m'avoir montré ce qu'est le vrai amour et de m'avoir donné la force de le retrouver. » Il reporta son regard sur Émilie. Elle aurait adoré, j'en suis sûr. Émilie pleurait ouvertement maintenant. Son tour. Samir Al-Hadi, je suis venu à Riyad en pensant m'occuper d'un patient impossible pendant quelques semaines. Je ne m'attendais pas à rencontrer la personne la plus frustrante, têtue et belle que j'ai jamais connue. Elle essuya ses larmes. Vous m'avez testé, défié, donné envie d'abandonner. Mais vous m'avez aussi fait rire, fait croire, fait sentir que j'avais de l'importance. Et quand vous m'avez demandé de rester, j'ai réalisé que je ne voulais pas partir. Sa voix trembla. Mon père est décédé il y a 3 ans et je sais qu'il serait là aujourd'hui, probablement à raconter des blagues terribles et à embarrasser tout le monde. Il me manque, mais je sais qu'il vous aurait approuvé. Elle sourit à travers les larmes. Et je veux que vous sachiez ceci. Vous vous êtes guéri vous-même, Samir. Je n'ai fait que vous tenir la main. Samir la serra dans ses bras, oubliant complètement le protocole. Les invités applaudirent. L'officiant, souriant, déclara « Je vous prononce mari et femme ». Samir embrassa Émilie avant même que la phrase ne soit terminée. Et le jardin explosa en applaudissements, musique et joie. La réception fut inoubliable. Samir trébucha sur sa tunique en entrant dans la salle de bal. Émilie éclata de rire. «
Pendant le dîner, Émilie essaya de manger du riz avec les mains, une tradition locale, et en renversa la moitié sur ses genoux. Samir essaya de l'aider et renversa le reste. Fatima prononça un discours hilarant sur la période d'essai de 3 mois. Émilie brûla de l'encens lors d'une cérémonie et dut ouvrir toutes les fenêtres de la salle. Émilie confondit bonne nuit avec bon appétit et laissa un ambassadeur complètement perplexe. Émilie tenta de préparer du thé à la menthe et manqua causer un incident diplomatique avec le chef cuisinier. Les invités rirent de bon cœur. Émilie cacha son visage dans ses mains, mais Fatima continua, son ton s'adoucissant. Elle n'a jamais abandonné. Elle a appris, elle a grandi et elle mérite d'être ici. À la santé des jeunes mariés, tout le monde leva son verre. Puis Rachid se leva. La salle devint silencieuse instantanément. Émilie serra la main de Samir. Rachid marcha jusqu'au centre, prit le micro et regarda les 2 mariés. Je dois m'excuser publiquement. Sa voix tremblait. J'ai fait des choses terribles en pensant protéger mon frère. Je l'ai gardé prisonnier par peur. J'ai failli détruire son bonheur. Il regarda Émilie. Et j'ai failli vous perdre avant même de vraiment vous connaître. Il s'approcha de la table des mariés. Émilie, merci de ne pas avoir abandonné, de m'avoir prouvé que j'avais tort, d'aimer mon frère comme il mérite d'être aimé. Les larmes coulaient maintenant sur son visage. Samir se leva, rejoignit Rachid et le serra dans ses bras. Les 2 frères restèrent là, enlacés, à pleurer, tandis que des années de douleur et de contrôle se dissolvaient enfin. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Quand ils se lâchèrent enfin, Rachid sourit. « Maintenant, va danser avec ta femme, avant que je pleure encore plus et que je ruine ma réputation. » La musique reprit. Samir tendit la main à Émilie. « Puis-je avoir cette danse ?»« Vous pouvez les avoir toutes. » Ils dansèrent maladroitement, se marchant sur les pieds, riant comme des enfants. Et quand la nuit prit fin, quand les invités partirent, quand les lumières s'éteignirent, Émilie et Samir restèrent dans le jardin vide, encore en tenue de mariage, assis par terre au milieu des fleurs. « Lune de miel demain, » dit Samir. « Les Caraïbes, 2 semaines. Pas de protocole, pas de conseil, rien. Juste toi et moi. Juste nous. » Émilie posa la tête sur son épaule. « Parfait. » Et là, sous les étoiles de Riyad, le cheikh impossible et l'infirmière têtue commencèrent leur vie ensemble, enfin complètement heureux. La lune de miel aux Caraïbes fut intéressante. Samir avait insisté sur le fait qu'il savait surfer. Émilie avait essayé de le prévenir que les vagues de l'océan n'étaient pas comme celles des piscines du palais, mais il n'avait rien voulu entendre. La première vague le renversa en 3 secondes. Il remonta à la surface en crachant de l'eau salée, les cheveux plaqués sur le visage, essayant de garder sa dignité. « C'était stratégique !» cria-t-il. Émilie, allongée sur le sable avec des lunettes de soleil et une épaisse couche de crème solaire, agita simplement la main. « Bien sûr, chérie, très stratégique !» Il réessaya, tomba, et encore, et encore. À la 5e tentative, Émilie prit une photo qu'elle chérirait pour toujours. Samir Al-Hadi, cheikh de Riyad, planche de surf sur la tête, défaite totale sur le visage. Elle rit si fort qu'elle en pleura. Et Samir, en la voyant rire comme ça, libre, heureuse, complètement à l'aise, décida que ça valait la peine de se faire renverser par les vagues tous les jours juste pour entendre ce son. Bien sûr, Émilie ne s'en sortit pas beaucoup mieux. Le 2e jour, elle oublia de remettre de la crème solaire et devint rouge comme une écrevisse. Samir passa toute la nuit à appliquer du gel d'aloe vera pendant qu'elle se plaignait d'être littéralement en train de cuire. « Tu es infirmière » la taquina-t-il. « Tu devrais connaître la protection solaire. »« Je la connais, j'ai juste oublié que le soleil des Caraïbes est pratiquement un four. »« Tu ressembles à un homard, Samir. Un très joli homard. » Ça n'aide pas. Mais il continua à appliquer le gel, doux et patient. Et Émilie réalisa que c'était l'homme qu'elle avait épousé, quelqu'un qui prenait soin d'elle dans les moments ridicules autant que dans les sérieux. De retour au palais, s'adapter à la vie de couple apporta ses propres défis comiques.
Émilie était déterminée à apprendre l'arabe, Samir était déterminé à apprendre à faire un petit déjeuner américain. Les deux échouèrent spectaculairement. Un matin, Émilie entra dans la cuisine et salua Fatima avec ce qu'elle pensait être « bonjour ». Fatima la fixa. « Vous venez de dire « belle chaussure ». Quoi ? Littéralement « belle chaussure », comme si vous saluiez une chaussure. Samir, qui essayait de faire des pancakes et en avait déjà brûlé 3, rit si fort qu'il manqua brûler le 4e aussi. « Ne te moque pas de moi », protesta Émilie. « Toi, tu n'arrives même pas à faire des pancakes. Les pancakes sont impossibles. Comment vous, les Américains, faites pour que ça ait l'air si facile ? En suivant la recette. Je la suis. Tu as mis du sucre au lieu du sel. » Samir regarda le bol, goûta la pâte et fit une grimace. « Oh !» Fatima lui prit le bol des mains et prit le relais. « Vous deux êtes des catastrophes en cuisine, mais des catastrophes adorables. » Émilie et Samir se regardèrent et sourirent. Des catastrophes adorables. Elles pouvaient vivre avec ça. Au fil des mois, l'idée de la clinique commença à prendre forme. Émilie travailla sans relâche avec le docteur Kamal, conception des programmes, formation du personnel, établissement des protocoles. Samir utilisa son influence pour obtenir des financements et l'approbation officielle. Et Rachid, étonnamment, devint l'un de leurs plus fervents soutiens. « J'ai passé des années à essayer de cacher la faiblesse », dit-il lors d'une réunion. « Mais il est peut-être temps de montrer que la vraie force, c'est admettre quand on a besoin d'aide. » La clinique ouvrit ses portes 6 mois après le mariage. Le premier patient fut Khaled, 28 ans, traumatisme sévère après un accident qui avait emporté la vie de sa femme. Émilie reconnut immédiatement l'histoire. Elle était douloureusement familière. Khaled résistait, il criait, il refusait le traitement, exactement comme Samir autrefois. Lors d'une session particulièrement difficile, il explosa. « Je ne veux pas aller mieux, je mérite de souffrir. » Émilie avait entendu ces mots auparavant et elle savait exactement quoi répondre. « Vous ne le méritez pas, dit-elle, ferme mais douce. Vous méritez de vivre, vous méritez de guérir et vous méritez de vous pardonner. Vous ne comprenez pas. Je comprends plus que vous ne le pensez. » Émilie s'assit à côté de lui. « Et je vais vous dire quelque chose qu'une personne très têtue m'a appris un jour. Survivre n'est pas un crime, et vivre n'est pas une trahison. » Khaled la regarda, les yeux rouges de larmes. « Comment je fais ça ? » En respirant, un jour à la fois. Émilie sourit. « Comme des gens normaux ?» Il laissa échapper un rire humide, surpris. « Vous dites ça souvent. Parce que ça marche ?» Et lentement, jour après jour, session après session, Khaled commença à aller mieux. Samir assistait parfois aux sessions avec la permission de Khaled. Et dans chaque mot qu'Émilie prononçait, dans chaque technique qu'elle utilisait, il voyait des reflets de son propre parcours. « C'est étrange, dit-il un soir alors qu'ils étaient allongés dans le lit, de voir quelqu'un d'autre traverser ce que j'ai traversé. »« Mais maintenant tu peux aider, dit Émilie. Tu es la preuve vivante que la guérison est possible. Nous sommes la preuve. » Elle l'embrassa doucement. « Oui, nous le sommes. » L'ouverture officielle de la clinique eut lieu 1 an après leur mariage. La salle était comble, officiels du royaume, presse internationale, représentants d'organisations de santé mentale du monde entier, et Khaled, désormais visiblement plus en forme et apaisé, assis au premier rang en invité d'honneur. Émilie se tenait sur scène aux côtés de Samir, du docteur Kamal et de Rachid, vêtue d'une robe formelle qui lui semblait soudain trop serrée. Elle s'était réveillée nauséeuse ce matin-là, et la semaine précédente, et celle d'avant encore, mais elle avait ignoré ça, mettant ça sur le compte du stress de l'événement. Samir prit le micro, souriant. « C'est avec une grande joie que nous ouvrons aujourd'hui la clinique de guérison intégrée Al-Hadi, un lieu où santé physique et émotionnelle vont de pair, où la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, où guérir n'est pas une honte. » Les applaudissements résonnèrent dans la salle. Cette clinique existe grâce à une seule personne. Samir regarda Émilie avec tant d'amour que son cœur manqua un battement. Ma femme. Elle m'a appris que la médecine va au-delà des ordonnances, que la guérison commence par l'empathie,
et que parfois le meilleur remède est quelqu'un qui vous tient la main et vous dit « Respirez ». Applaudissements plus forts. Émilie se leva pour parler, mais soudain la salle tourna. Les lumières devinrent trop vives. Le sol sembla bouger. « Émilie ?» Samir lui saisit le bras immédiatement. « Ça va ? J'ai juste besoin d'air. » Elle chancela. Samir la rattrapa avant qu'elle ne tombe, la panique inscrite sur son visage. « Appelez un médecin. »« J'en suis un. » Le docteur Kamal accourait déjà de l'autre côté de la scène. « Alors appelez-en un autre. » Émilie rit même dans son vertige. « Samir, détendez-vous. »« Comment je me détends ? Vous vous évanouissez. »« Je ne m'évanouis pas, j'ai juste besoin de m'asseoir. » Samir la porta hors de la scène comme si elle était en verre. Toute l'assistance regardait, inquiète, tandis que les caméras capturaient tout. Le docteur Kamal vérifia rapidement ses constantes en coulisses. Tension normale, rythme cardiaque normal, respiration stable. Il marqua une pause, regardant Émilie avec une expression curieuse. « Quand avez-vous eu vos dernières règles ?» Émilie se figea. Samir se figea. Fatima, qui avait accouru depuis le fond de la salle, poussa un cri si fort qu'on avait dû l'entendre à 3 rues. « Elle est enceinte !»« Fatima !» Émilie et le docteur Kamal crièrent en même temps, mais il était trop tard. Toute la salle avait entendu et explosa en acclamations et applaudissements. Samir regarda Émilie, puis le docteur Kamal, puis de nouveau Émilie. « Tu es... oui ?»« Je crois oui », dit Émilie, riant et pleurant à la fois. La couleur quitta le visage de Samir. Il s'assit par terre, littéralement, comme si ses jambes avaient lâché. « J'ai besoin de digérer ça. » « Respirez, mon amour, » dit Émilie en lui tenant la main. « Je respire, comme des gens normaux. Je respire. » Rachid apparut, posant une main sur l'épaule de son frère, souriant largement. « Félicitations, Samir, tu vas être père. » Samir leva les yeux vers lui, écarquillé. « Je vais être père. »« Oui, père, exactement. Je vais être père. » Et puis, Samir s'évanouit complètement. Le docteur Kamal soupira en secouant la tête. « Apportez de l'eau et des sels, le chèque est à terre. » Émilie riait si fort qu'elle arrivait à peine à respirer, les larmes coulant sur son visage. « Je suis ton infirmière, idiot. Tu ne peux pas t'évanouir pendant mon service. » Quand Samir revint à lui quelques minutes plus tard, la première chose qu'il vit fut Émilie qui le regardait avec ce sourire, mi-inquiétude, mi-amusement pur. « Salut ?» dit-elle. « Salut », répondit-il encore allongé par terre. « Je me suis complètement évanoui devant tout le monde. » C'était épique, au moins 50 caméras l'ont filmé. Samir grogna en se couvrant le visage des mains. « Je ne m'en remettrai jamais. »« Jamais », approuva Émilie en l'aidant à s'asseoir. « Mais ça valait le coup, parce que tu vas être père. » Samir la regarda et soudain tout le reste disparut. Les caméras, la foule, l'embarras. « Nous allons être parents ? » ?»« Oui. On sera nuls au début. » »« Probablement. Tu t'évanouis à l'annonce et moi j'appelle tout le monde idiot. » Samir rit et la serra dans une étreinte forte. « Ça va être parfait. » Plus tard, après que l'inauguration se fut terminée avec succès malgré tout le drame, après les félicitations, les câlins et les photos, Khaled s'approcha de Samir. « Votre Altesse, je voulais vous remercier. » Samir se tourna, surpris. « Pourquoi ?»« Pour m'avoir montré que la guérison est possible. » Khaled essuya ses yeux, essayant de maîtriser ses émotions. « Je vous ai vu il y a 1 an, dans les vieilles vidéos, dans les histoires que les gens racontent. Je vous vois maintenant, en bonne santé, heureux, amoureux. Et j'ai pensé, s'il l'a fait, peut-être que moi aussi. » Quelque chose se brisa en Samir. Il serra Khaled dans ses bras, comme Rachid l'avait serré tant de fois, comme Émilie l'avait serré lors de ses nuits les plus dures. « Vous le pouvez, » murmura Samir, « je vous le promets. C'est dur, il y aura des mauvais jours, mais vous le pouvez. Et vous n'êtes pas seul. » Khaled pleura sur son épaule. Et dans cette étreinte, le cercle fut bouclé.
Le patient qui avait été guéri aidait maintenant les autres à guérir. La douleur s'était transformée en sens, le traumatisme était devenu sagesse, et les ténèbres avaient enfin cédé la place à la lumière. Au coucher du soleil, Émilie et Samir se tenaient sur le balcon de la suite royale, le même endroit où ils s'étaient tenus tant de fois durant cette année folle. Samir était derrière elle, les bras autour de sa taille, leurs mains entrelacées sur le ventre qui ne se voyait pas encore, mais qui portait déjà leur plus grand cadeau. « Je n'arrive toujours pas à y croire », murmura-t-il contre ses cheveux. « Moi non plus », ça semble irréel. « Nous allons être parents, et on sera nuls au début. » Samir rit doucement. « Probablement, mais on apprendra ensemble. » Émilie tourna la tête et embrassa son menton. « Merci. » Pourquoi ? Pour m'avoir appris à aimer à nouveau, pour m'avoir montré que ça valait le risque, pour tout. Je devrais te remercier. Tu m'as appris à vivre, tu m'as sauvé. Tu t'es sauvé toi-même, Samir. Émilie se tourna complètement vers lui, prenant son visage entre ses mains. Tu as fait le travail difficile, tu as affronté tes peurs, tu as choisi de guérir. Je n'ai fait que te tenir la main. Alors, nous nous sommes appris l'un l'autre. Samir embrassa son front. Ensemble. Ils restèrent là, enlacés, tandis que le soleil se couchait sur Riyad, peignant le ciel en orange et rose. Et Émilie pensa à tout ce qui s'était passé. Les 15 infirmières qui avaient fui avant elle, le chèque impossible que personne ne pouvait sauver, la lettre pliée que Fatima lui avait donnée, pleine de sagesse et d'espoir, les 3 mois de protocoles absurdes et de 47 sortes de fleurs, l'aéroport où tout avait changé, le mariage qui avait uni 2 cultures et 2 âmes, et maintenant une clinique pleine d'espoir, un mariage plein d'amour, une vie pleine de sens et un bébé en route. « Vous savez ce qui est drôle ?» dit Émilie en posant la tête contre sa poitrine. « Je suis venue ici en pensant m'occuper d'un patient impossible pendant quelques semaines et rentrer chez moi. Et je suis tombée sur mon chez-moi, ma famille, mon avenir. » Elle leva les yeux vers lui, souriant à travers ses larmes heureuses. « Je suis tombée sur tout. » Samir la serra plus fort, comme s'il voulait garder cet instant pour toujours. Nous tous les deux. Et là, sur le balcon du palais Al-Hadi, tandis que Riyad scintillait sous le ciel étoilé et que la première étoile du soir apparaissait à l'horizon, 2 âmes qui avaient été brisées autrefois, l'une par un traumatisme profond, l'autre par la solitude et la perte, étaient enfin entières. L'infirmière que personne ne supportait avait guéri le chèque impossible. Et ensemble, ils s'étaient guéris mutuellement. Et maintenant, ils passeraient le reste de leur vie à guérir le monde. Un patient à la fois, une respiration à la fois, une main tenue à la fois. Comme des gens normaux. Parce qu'au final, c'est cela qui faisait toute la différence. Pas les titres, pas le palais, pas les traditions ni les protocoles, mais l'humanité simple de 2 personnes qui refusaient d'abandonner l'une l'autre. C'était l'amour qui guérissait quand la médecine ne pouvait pas. C'était la vulnérabilité qui apportait la force. Et c'était le courage de respirer ensemble quand tout semblait impossible. Leur histoire ne s'arrêtait pas là. Elle ne faisait que commencer, parce que le vrai amour n'est pas une fin heureuse, c'est le début de toutes les autres. Fin. Et vous, si vous étiez Émilie, auriez-vous accepté de vous occuper du patient impossible, ou auriez-vous fui comme les 15 infirmières avant elle? Dites-le nous en commentaire. Nous voulons tout savoir de ce que vous avez ressenti en écoutant cette histoire. Chaque rire, chaque larme, chaque moment qui vous a fait croire que l'amour et la guérison peuvent tout changer. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir d'autres histoires touchantes comme celle-ci. À la prochaine!